Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le numéro 41 du Manso Catch. Un numéro qui sera quand même assez chargé, un petit peu plus que d'habitude, en raison de l'actualité, hein, vous vous en doutez. J'avais aussi envie d'en parler un petit peu. Je vais déjà, voilà, pour voir l'introduction, hein, l'invité surprise pour l'interrogation, bah évidemment par rapport à Backlash, dont je parlerai tout à l'heure. Là aussi, j'aurai l'occasion de développer tout ça. Je vais d'abord, avant d'arriver à la partie Backlash, je vais d'abord vous présenter donc le sommaire de ce Manso Catch. Le voici. Et donc, généralement, on est plutôt sur deux parties, mais là, il y en a trois. Donc, l'actualité oblige. Les releases de la semaine à la VVE, et oui, malheureusement. En numéro 1, voilà, je vais parler de ça, je ne vais pas faire trop long. En deux seulement ensuite, donc je parlerai des pronostics, donc je ferai les pronostics de Backlash Saint-Louis. Et enfin, comme d'habitude, troisième partie, le top 5 des matchs du mois écoulé. Le mois d'avril, c'est toujours difficile de faire un top 5, hein, parce que là, il y a énormément de matchs, il y a la Mania Week, il y a des gros shows. Et donc là, c'était coton, hein, ça était très coton. Mais voilà, c'est de la bonne difficulté, dirons-nous. Hein. C'était du plaisir quand même. Hein. Bon, allez, on va passer tout de suite donc à la première partie de cette vidéo, à savoir donc les releases. J'ai préparé un petit visuel. Voici ce visuel donc qui résume dire tous les releases qu'il y a eu cette semaine. Hein, malheureusement, hein, on le sentait un petit peu venir et j'ai mis en rose des filles qui voilà que je vais en parler. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ça en rose. Donc il y a Kaden Carter, Katana Chance, Cora Jade, Jakara Jackson, Dakota Kai, Gigi Dolin, Shayna Baszler, Shotzi, Danny Palmer, Gallus, hein, les trois membres, Oro Mensah, Braun Strowman, Javier Bernal, Eddie Thorpe et Riley Osborne. Voilà donc la liste, hein, donc il y a quand même pas mal de monde, aussi bien main roster que NXT. C'est déjà voilà, à noter. Et j'ai noté en fait en rose quelque chose qui est finalement, je dirais, en dehors du fait, bien sûr, que ce soit pas une bonne nouvelle et que c'est jamais agréable de lire ce genre de nouvelles, bien évidemment, ça c'est toujours la chose qui frappe à chaque fois. Mais l'autre chose qui m'a frappé aussi, c'est que, en fait, on se débarrasse de beaucoup de tag team féminines, aussi bien du côté de Raw que, enfin, aussi bien du côté du main roster que du côté de NXT, et c'est surtout ça qui me chagrine dans l'affaire. En rose, donc, en fait, ce sont celles qui justement faisaient partie de tag team, ou en tout cas, ou auraient pu en faire partie. Donc Kaden Carter et Katana Chance, c'était déjà une équipe, les deux à la fois, hein, dans une même équipe, qu'on ne voyait pas beaucoup, hein, faut le reconnaître, hein, un peu un main event, mais pas plus que ça finalement. Très peu de chance finalement dans Arrow, on les a pas vus tant que ça. C'était vraiment par intermittence quand on avait vraiment besoin d'elles. Bon, voilà, c'était de la low card avec voilà, des bonnes combinaisons à deux, mais ça a jamais vraiment pris. Moi, je peux comprendre. Hein. Moi, personnellement, je peux comprendre parce que autant on peut critiquer, se dire ah c'est dégueulasse ce qu'ils font, etc. Autant quand on regarde la liste, hein, finalement, et je parle même pas que de Carter et Chance, hein, quand on regarde la liste de manière générale, globalement, hein, il y en a quand même pas beaucoup pour lesquels on va se dire ah c'est dommage ou ah ils ont foiré, alors qu'il y en a franchement ça marche pas quoi, ça marche pas ils ont essayé et ça n'a pas fonctionné quoi. Donc à un moment donné, quand on est dans la première compagnie au monde, à un moment donné, il faut aussi trancher dans le vif, quoi. Et il y en a, malheureusement, la Big League ne leur correspond pas et il va falloir viser plus bas. Et par exemple, Carter et Chance, pour moi, surtout chez TNA, hein, je pense à TNA, où la division des knockouts, des tag team knockouts est vraiment déserte, et là, ce serait parfait pour renforcer cette division. Carter et Chance, pour moi, ce serait la bonne idée. Voilà, pour TNA, surtout donc vu le peu de monde qu'ils ont dans les rosters, dans leur roster tag team, à tel point qu'on a pu le voir avec le partenariat avec NXT. Oui, justement, ils ont été obligés souvent de boucher les trous avec des équipes de NXT. Hein, donc, ça, ce qui prouve aussi que voilà, la densité des tag teams féminines chez TNA est quand même pas géniale. Cora Jade, ça peut peut-être surprendre, moi pas trop en fait. Disons qu'il y a deux raisons. Enfin, il y en a une qu'on retrouve quand même quand on regarde sur pas mal de personnes finalement, c'est les blessures. Malheureusement, Cora Jade,
bah, c'est souvent blessé. On pourrait dire pareil de Gigi Dolin, on pourrait dire pareil de Shotzi, on pourrait dire pareil de Danny Palmer, on pourrait dire pareil de Braun Strowman. Et bah oui, il y en a quand même pas mal dans le lot, malheureusement, et de Dakota Kai aussi, donc, qui se sont souvent blessés. Bah, c'est assez triste à dire, mais quelqu'un qui se blesse souvent, bah, c'est pas bon signe en fait. C'est pas des bons signaux envoyés. On l'a vu avec Tegan Nox. À un moment donné, en dehors du fait que voilà que ça fonctionne pas forcément des masses auprès du public, bah, le critère physique entre en ligne de compte. Si tu te pètes une ou deux fois par an, à un moment donné, c'est qu'il y a un problème quoi. Donc moi déjà il y a cet aspect physique pour Cora Jade et moi l'autre, je suis désolé, je la vois, bah, je l'ai vu évoluer à NXT depuis le départ et je ne la voyais pas progresser. Je suis désolé, NXT, c'est fait pour quoi? Justement, c'est fait pour se développer, c'est fait pour progresser. Et les critères, justement, pour rester et pour essayer de se faire une place, bah, c'est justement c'est de progresser. Et c'était les arguments qu'ils avaient avancés, notamment pour un Von Wagner ou pour un Parker Boudreau. Les deux, ils ont dégagé parce que oui, bah, ils progressaient pas. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Et Cora Jade, je suis désolé, c'était moyen et c'est resté moyen en fait. Moi j'ai pas vu de réel progrès comme j'ai pu le voir chez une Kaleni Jordan ou chez une Sol Ruka ou une Lash Legend même. Voilà, là il y avait des progrès. Cora Jade, je suis désolé, c'est resté en surface j'ai vraiment pas vu de réel progrès de sa part. En plus du fait qu'en plus, malheureusement pour elle, elle se blesse quand même souvent. Donc, bah oui, c'est triste, mais là aussi, je pense qu'il y aura d'autres compagnies qui pourront l'accueillir à bras ouverts. Elle vient des Indies, donc déjà, je pense qu'elle a une bonne carte de visite. Elle a une Black hein, du côté des Indies. Elle est connue là-bas. Là, je pense à la Game Changer. Je pense qu'il y a des choses à faire dans les autres compagnies. MLW, TNA, hein, où TNA, elle a passé déjà une tête. Elle a eu un petit programme avec Masha Slamovich. Donc ça lui donne déjà aussi un petit pied. Elle a mis un peu son petit pied chez TNA. Donc ça peut donner une idée aussi. Bref, voilà, il y aura des options, mais pour VVE, oui, voilà, il y a peut-être un package, il y a peut-être un petit côté, un petit côté star, quoi, qui aurait pu coller, mais malheureusement, bah ouais, j'ai pas vu de progrès notable. Jakara Jackson, ça peut être une surprise. On a vu que les métaphores, pardon, se sont séparés à l'écran mardi à NXT. Bon, je pensais pas nécessairement à des releases à ce moment-là, je pensais plus à à ce que chacun fasse son chemin, mais en restant à NXT quoi. Et en fait, bah non, ils ont du coup carrément séparé, non seulement Oro Mensah, hein, Oro Mensah qui était chez Evolve dernièrement, même non seulement Oro Mensah, mais aussi donc Jakara Jackson, donc donc du coup là à l'écran nous l'avait dit, hein, du coup elle se séparait de Lash Legend, mais en plus du coup elle est release, donc du coup bon, on comprend bien que le projet c'était Lash Legend, hein, voilà, on l'avait compris, hein, on l'a vu, c'est la big girl. Elle a fait quand même un petit peu d'effet, hein, le peu de fois qu'on l'a vu dans le main roster. Donc oui, il y a forcément un projet Legend qui va arriver à un moment donné. Donc oui, ça peut se comprendre. Jakara Jackson, on va dire que c'était quand même l'élément, on dirait, le moins remarquable, on va dire, dans l'équipe. Là, pour le coup, j'ai pas trop je ne sais pas trop ce qui va se passer pour elle, à vrai dire. Je pense, il y a quelques progrès, mais il va falloir en solo, on n'a pas de référence en solo. Va falloir voir ce qu'elle donnera. Voilà, on pourra rester quand même attentif à ce qu'elle fera. Et c'est toujours ça aussi intéressant de voir comment tous ces gens-là sont capables de rebondir et voire de se renouveler aussi. Hein. Il y en a qui arrivent. Dakota Kai, ça peut être aussi une surprise. Malheureusement, là aussi, je pense qu'elle paye ses blessures à répétition. Parce que elle avait sa fanbase, hein, c'est sûr. Mais il manquait un petit quelque chose, je trouve. C'est un peu comme je pensais avec Tegan Nox, comme avec Michin. C'est des filles qui sont pas mauvaises dans le ring, qui ont de l'expérience, mais il y a ce petit truc qui manque quoi pour vraiment attirer une large frange du public quoi. Et c'est un peu trop underground, je dirais, Dakota. Et
Là aussi, bon, il se dirait déjà qu'elle a déjà pas mal d'autres pistes, voilà, qu'il y a beaucoup d'agents qui sont déjà intéressés par elle. Donc là, je pense qu'il y aura, faut pas s'inquiéter pour elle. Peut-être, on sait jamais, un petit retour par la Stardom. Voilà, qu'elle a connu. Peut-être chez TNA aussi, elle aurait largement sa place. ML Dub aussi. All Elite, enfin en fait toutes les compagnies, hein, toutes les compagnies, il y aurait de la place pour Dakota Kai, hein. Donc faut pas s'inquiéter, je pense pour elle maintenant aussi. Attention aussi au point de vue, du point de vue physique, hein. Gigi Dolin, là aussi, qui était très marqué. Quand même très marqué indie aussi, hein, Priscilla Kelly, donc qui était en équipe avec Tatum Paxley, et donc Chotzi, c'est pour ça que j'ai mis aussi Chotzi en rose, donc, parce qu'elle était aussi, je dirais, elle était possiblement, elle était tactimable, si je puis dire, Shodzi avec Gigi Dolin ou avec Tatum Paxley. Finalement, bah, il ne reste plus que Tatum Paxley du coup. Gigi Dolin, donc, ils ont aussi essayé, mais là aussi, ça n'a pas pris véritablement. C'est un peu comme Dakota Kai, elle a sa fanbase, hein, elle plaît à pas mal de gens, mais c'est pas suffisant encore pour se dire que elle peut être une méga star. En tout cas à la WWE, et là aussi je pense qu'il y aura aussi des choses à faire du côté des autres compagnies. Il y aura des choses à faire, et là aussi Gigi Dolin elle connaît du monde aussi dans pas mal d'autres compagnies. Je pense pas qu'il y ait trop d'inquiétude non plus à se faire pour elle. Shayna Baszler, bah là bah on peut se dire quand même qu'elle est restée très longtemps. Ils ont vraiment essayé, hein. Il y a eu ce fameux push de 2020, son match contre Becky Lynch. Voilà, là c'était son gros push solo, c'était son grand moment à elle. Bon, malheureusement, c'était aussi. Alors, il y a eu le Chamber où elle a zigouillé tout le monde. Non, c'était juste avant, hein, qu'on ferme tout, hein, finalement. Et puis bon, bah, ce match particulier face à Becky, puis après c'était terminé en fait. Et après ça a été tag team jusqu'au bout en fait. C'est ça qui est incroyable, elle est restée cantonnée au tag team jusqu'à la fin. C'était la bonne main, mais pareil, c'était pas le portrait type VVE de la grande star quoi. C'était pas, elle avait pas ce hit factor. Et puis il y a l'âge aussi, hein, elle a à peu près autour de 40 ans. Voilà, bon, à un moment donné, c'est pas, on mise plus sur elle quoi. Elle était très bien bookée chez NXT, mais main roster ça a été plus difficile. Ils ont essayé. Elle a gagné quand même pas mal de fois les titres tag, mais ils ont jamais vraiment essayé de remettre une pièce quand même sur elle en solo quoi. Ça n'a pas fonctionné quoi. Donc voilà, bon bah on l'a vu au Bloodsport, donc ça peut être un. Alors Bloodsport, bon c'est pas c'est pas tout le temps, hein. Bloodsport c'est une fois dans l'année, mais je pense qu'elle a déjà elle a quand même pas mal de connaissances aussi. Elle a pas mal bourlingué avant VV aussi, hein. Donc Game Changer, ça pourrait être pas mal pour elle, je pense. Déjà qu'il y a le Bloodsport, hein, là-bas. Il y a Josh Barnett qu'elle connaît bien. Je pense qu'il y a aussi des moyens de faire quelque chose. Maintenant, bon, elle est plus sur la fin de carrière, hein, de ce qui se disait. Elle aidait même là, actuellement, elle était même en train d'aider encore les gens de NXT. Donc, en coach, ça pourrait être pas mal aussi, hein. Donc, je pense qu'elle a des choses à apporter, même après, donc, en tant que coach, pour pas mal de talents, de jeunes talents, quoi. Donc, là aussi. Je pense qu'il y a pas mal, je dirais, d'ouverture pour Shayna Baszler. Shotzi, donc bah voilà, je l'ai remis dans le même sac que Dolin, donc que Gigi Dolin, hein. Là aussi, bon bah elle a aussi pas mal été blessée. Elle a fait des allers-retours, mais là aussi, ça n'a jamais fonctionné, hein. Main roster, voilà, ça n'a pas pris. Il y a eu sa feud avec Bayley, là où elle s'est rasé la tête. Bon voilà, c'était on va dire un peu son fait marquant. Elle a fait un peu copine avec Charlotte Flair. Voilà, elle a eu ce petit moment, mais. Voilà, mais bon, malheureusement, il y a eu un match horrible contre Ronda Rousey aux séries. Bon, voilà, ils ont tenté le push, hein, mais voilà, ça fonctionne pas, Shotzi. Et là, j'ai trouvé éteinte, là, quand je l'ai vu de retour là, à Stand and Deliver avec Paxley et Dolin. Elle disait pas un mot, elle était fermée. Je me demandais ce qu'elle avait. Bon, je sais pas, je pense qu'elle est pas elle est pas dedans, quoi. Donc, faut lui espérer le meilleur. Et là, je ne sais pas du tout ce que sera son avenir, hein. Dani Palmer, bon, on la voyait chez Evolve, là, elle avait disparu de NXT parce que oui, justement, elle était partie chez Evolve. Mais je pensais pas qu'elle allait partir comme ça. Je pensais que ça faisait partie des quelques projets qu'il y avait chez les femmes. Donc ils en ont pas mal, hein. Bon, finalement, elle s'est un peu couchée, je dirais, pour Kelly Armstrong. Bon, voilà. C'était la fille de la copine
Enfin, la copine. Voici la copine de Sol Ruka, la meuf aussi de Tank Ledger, hein, ça c'est pour l'anecdote, pour le carnet rose. Voilà. Bon, là aussi, je sais pas du tout ce qui peut advenir d'elle. Voilà, là aussi, ça peut être MLDub, ça peut être TNA aussi, mais bon, ils peuvent pas non plus prendre tout le monde au TNA, hein, parce que souvent, on envoie tout le monde chez TNA, mais à un moment donné, voilà, il y a Indy Hartwell qui va commencer là. Mais bon, on peut pas envoyer tout le monde chez TNA, hein, faut quand même pas déconner, hein. Et Gallus, voilà, les Gallus, c'est vraiment, ils sont assez âgés, ils sont en fin de carrière, les trois, hein, c'est des, euh, c'est des vétérans. On sentait qu'ils étaient très appréciés notamment par Shawn Michaels, hein. NXT UK, NXT, voilà, on les a quand même beaucoup vus, on les a beaucoup pushés, bien beaucoup mis en avant, et on sent qu'il y avait quand même beaucoup d'affection de la part notamment de HBK pour eux, quoi. Et on les a vus dernièrement chez Evolve, mais finalement, bon, c'était pour pusher un peu plus les jeunes. Et puis bah, finalement, bah, voilà, c'est déjà terminé. Peut-être que c'était aussi un peu leur souhait, qu'ils veulent retourner chez eux en Écosse ou faire un peu le circuit européen, le circuit britannique, et tranquillement finir leur carrière. C'est pas impossible non plus. En tout cas, on pourra saluer quand même la longévité du clan, hein, parce que finalement, depuis pratiquement les débuts de NXT UK, ce clan est formé. Et là, il n'y a jamais eu de turn, il n'y a rien eu. Ce trio est resté solide du début à la fin. C'est quand même incroyable. Oro Mensah, donc j'en ai déjà un peu parlé avec Métaphore. C'est un très bon catcheur, hein, Oliver Carter. On le voyait déjà du côté de NXT UK. C'est un très bon catcheur. Maintenant, oui, je le voyais pas dans le main roster, donc là, c'est pas une histoire de progrès, quoi. Et Evolve à la limite, c'est même pas sa place parce qu'il est déjà, je dirais, assez chevronné, si je puis dire. Il avait déjà suffisamment d'expérience. Donc Evolve pouvait pas y rester non plus trop longtemps. Il saura rebondir, Mensah, parce que c'est vraiment un très bon catcheur. J'aime vraiment bien Mensah. Et là aussi, je pense qu'il y a aussi pas mal d'options pour lui. Braun Strowman, bah là aussi, l'âge avance aussi, et bah, la santé, pareil, il s'est quand même beaucoup blessé. C'était une bonne main quand même. C'est peut-être l'une des plus grosses surprises finalement du lot, même s'il a déjà été released, hein, c'est pas la première fois, comme Dakota Kai. Il est revenu, il a servi à mettre over des gens, hein, notamment Jacob Fatou là pour le titre US, mais autour du titre US, mais en fait, bon ben, il y avait quand même une bonne connexion avec le public, hein, voilà, mais là aussi, je pense que c'est les blessures et que ça tournait en rond. C'est vrai que c'est difficile aussi de booker des géants, hein. On l'a vu avec Homos qui a complètement disparu d'ailleurs, qui lui ne fait pas partie de la charrette, hein. On peut le noter. Tout comme à chanter Adonis, ça non plus, je me pose des questions, hein. Surtout qu'il a été largué à l'écran par Petrovic. Je croyais qu'il allait être dans la charrette. Et ben non, à chanter Adonis, il reste là, hein, il reste fort. Et Strowman, bon ben voilà, je pense qu'à un moment donné, on a fait le tour. Et voilà, c'était un jobber de luxe en quelque sorte. C'était une bonne main quand même, hein. Moi, je l'aurais pas forcément mis dans cette charrette, hein, mais voilà, il y a certaines considérations qui peuvent aussi nous dépasser. Javier Bernal, là aussi, il y a pas. Franchement, voilà, c'est un catcheur très 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 moyen. Voilà, c'est le mec de Tatum Paxley aussi. Aussi pour la parenthèse, mais voilà, il y a eu une petite losing streak du côté d'Evolve. Je pensais ils allaient nous raconter quelque chose, un repackaging ou quelque chose, un nouveau personnage, mais bon, bah tout ça pour ça en fait. Bon, il a jamais rien donné. La Javier Bernal, là pour le coup, je ne sais pas du tout de quoi son avenir sera fait. Je sais pas vraiment pas s'il pourra percer même dans le métier, hein, pour être honnête. Et Eddie Thorpe, bah, c'est quelqu'un qu'ils ont essayé. Vraiment, ils ont vraiment essayé, hein. Ils l'ont poussé carrément jusqu'au titre suprême de la NXT. Ils ont essayé en DJ, ils l'ont essayé en amérindien, en reprenant un peu ses origines. Ils l'ont mis face, ils l'ont mis heel. Ils ont essayé, et là aussi ça prenait pas totalement en fait. Eddie Thorpe, même in ring, c'était pas la folie, et je trouve qu'il a régressé. Et là, pour le coup, je serais pas surpris qu'il revienne du côté de la New Japan, quoi. Donc, Karl Fredericks, hein, donc c'était Karl Fredericks, bien sûr. Je pense qu'il y a peut-être un moyen. En plus, bon, voilà, il y a quand même pas mal de départs du côté de New Japan. Là, on vient de le voir. Il y a des factions qu'il va falloir certainement renforcer. Pourquoi pas avec un Karl Fredericks qui connaît déjà la maison, le LA Dojo notamment. Voilà, donc ça peut être une option pour qu'il se retrouve et qu'il puisse aussi montrer autre chose.
Voilà, Ubisoft, ça n'a pas fonctionné. Voilà, je ne voyais pas de toute façon beaucoup d'avenir du côté de la VVE. Et enfin, Riley Osborne, qui était. Ça aussi, pour moi, ça me fait mal parce que moi, j'aimais beaucoup Josh Morrell. Lorsqu'il était jobber déjà à NXT UK, je le trouvais déjà excellent. C'était vraiment, on dirait un jobber de luxe même. Qui était souvent même meilleur que les mecs qui l'affrontaient et contre qui il perdait en plus. Alors là, c'est le mec du coup de Blair Davenport. Hein. Et il est vraiment très bon. Vraiment, on l'a un petit peu vu chez TNA aussi. Il avait fait un match Ultimate X. Donc il est très bondissant, c'est un vrai spotter. Vraiment, il est vraiment très agile. Voilà, bon, il était à Chase You, et puis depuis, en fait, depuis la fin de Chase You, même si ça reprend maintenant, bon, c'est un peu bizarre. On l'a plus revu à NXT, et là on l'a un petit peu vu chez Evolve, voilà, bon. C'est un peu la catégorie Oromensa, voilà, Oromensa, Riley Osborne, c'est deux très bons catcheurs. Et il est jeune encore, Riley Osborne, donc moi j'y crois, on le verra, je pense, dans d'autres compagnies, ça c'est certain, et il va fonctionner, enfin, il a vraiment il a vraiment de très bonne qualité, bon, ça me fait un peu chier, mais en même temps, bon, c'est vrai que il y a beaucoup de mecs un peu dans son style, et il faut sortir du lot, quoi. Si on veut s'en sortir à NXT, et puis encore plus espérer aller dans le main roster, bah, il faut sortir du lot. Bon, Riley Osborne, il manquait peut-être le charisme, le petit truc supplémentaire pour se dire, ah, celui-là, ça va être une future star. Voilà. Et les qualités, bon, bah, parfois c'est indépendant des qualités intrinsèques. Hein. Souvent, hein, Riley Osborne, il a beau avoir des qualités, on ramène ça pareil, mais il manque toujours ce fameux hit factor. Donc voilà, donc là j'ai mis des petits visuels, des petits logos à droite, donc sur la porte qui s'ouvre vers d'autres horizons. NWA, Stardom, New Japan, Game Changer, ROH, All Elite, MLW, TNA. Je parle même pas de tous les indies, hein, les compagnies indies bien sûr, qui font aussi du bon boulot. La House of Wrestling, je pense la Black Label, la DPW, il y en a quand même pas mal qui font du bon boulot, la Revolver, enfin voilà, il y en a plein. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire sa marque et de montrer autre chose, voilà, et de se renouveler et de se dire que voilà que la vie ne s'arrête pas à VVE en fait. Alors c'était une très belle carte de visite pour tous ces gens-là et c'est pas la fin, c'est pas la fin du monde. Il y a d'autres compagnies, il y a d'autres options. Et voilà, la carrière c'est pas parce qu'on quitte VVE que c'est fini en fait. Il n'y a pas que VVE dans la vie, c'est peut-être la plus importante compagnie au monde, mais ça ne s'arrête pas là. Donc il ne faut pas non plus, je dirais, pleurer, et il faut se relever, et voilà, il y en a qui vont réussir, qui vont rebondir, il ne faut pas s'inquiéter pour eux. Il y en a qui se blessent souvent, malheureusement, il faut aussi penser à ça, et puis il y en a qui sont en fin de carrière, voilà, donc je les ai cités. Voilà, donc, et puis ceux qui n'ont pas été forcément très convaincants, bah, peut-être qu'ils vont nous surprendre ailleurs. Voilà, et c'est ça aussi la magie du catch, hein. Je pense à Steve Cutler. Franchement, moi, Steve Cutler, j'aurais jamais cru qu'il allait faire ce qu'il a fait et devenir voilà Steve McLean chez TNA. Il fait une très belle carrière chez TNA maintenant. Hein. Donc voilà, il y a des exemples vraiment qui sont positifs et qui donnent beaucoup je dirais, d'optimisme pour l'avenir. Donc il y a des modèles à suivre. Comme Steve McLean notamment, et donc voilà, je pense qu'il y en a qui peuvent nous proposer d'autres choses, et peut-être des tag teams improbables, des nouveaux clans, de nouvelles choses, voilà, et des nouvelles associations. Voilà, ce sera à eux de saisir la balle au bon et de se dire bon ben voilà, c'est un coup dur, mais voilà maintenant, ben je vais trouver une autre opportunité et je vais la saisir et je vais prouver de quoi je suis capable. Voilà. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. J'ai fait déjà assez long, mais faut pas non plus trop commencer à se dire ah c'est pas vrai, une compagnie qui fait des milliards, c'est normal, c'est pas normal, c'est dégueulasse. Mais il y a aussi des réalités économiques malheureusement comme toute entreprise, que ce soit VVE, que ce soit Michelin, BNP Paribas ou n'importe laquelle, hein, je dis n'importe laquelle, c'est pareil. C'est pareil, partout pareil. Donc, bah oui, même, je prends mon exemple personnel, je travaille dans une toute petite boîte, hein, c'est une PME. Hein, et ben, malheureusement, il y a eu 3 personnes licenciées pour raisons financières. Voilà. Et bah oui, bah, c'est comme ça. C'est triste. Moi, ça m'a fait chier aussi pour ces gens-là. Mais voilà, c'est la réalité. C'est ça la vie, malheureusement. Malheureusement, ça me fait pas plaisir de dire ça, mais c'est la vie. Et que ce soit une PME comme la VVE, bah, finalement, bah, les réalités malheureusement sont les mêmes.
Et voilà, on arrive là. Voilà. Donc, on leur souhaite tous bon courage. Et je sais que la plupart vont rebondir. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième partie, hein, quand même le gros morceau de la vidéo, à savoir les pronostics de Backlash, donc, qui va avoir lieu donc, samedi 10 mai, donc dans la nuit du 10 au 11 mai. 1h du matin, ce sera l'heure du show pour nous. Donc il y aura un kick-off probablement d'une heure. Hein. Ils vont pas faire 2 heures, je pense, de kick-off quand même pour ça, pour un petit show secondaire. Donc faudra suivre. Hein. C'est pas encore confirmé, mais normalement, ça sera plutôt minuit, voire 23 heures. Mais à mon avis, ce sera plutôt minuit pour le kick-off. Bon, de toute façon, le countdown. Bon, ça sera toujours de la parlotte, hein, donc faudra plus espérer de match impromptu. Maintenant, je pense qu'on a fini d'y croire. Donc, en tout cas, l'heure essentielle à retenir, c'est 1h du matin, samedi prochain. Donc, on sera bien sûr à St. Louis, Missouri, chez Randy Orton. Et je vais d'ailleurs vous présenter le poster du show. Le voici. Bon, j'en ai pas trouvé d'autres. Hein. Je préfère vous montrer des posters plus collectifs, pour histoire d'un peu de regarder qui est là et qui n'est pas là. Bon, bah là, je n'ai vu que ce poster-là, avec Randy Orton et Viper, bien sûr. Bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Mais c'est un joli poster, voilà, et on verra que tous les visuels sont faits un peu pareil, donc avec ces visages argentés, pailletés comme ça, et des yeux rouges, voilà, dans une ambiance un peu plus sombre, qui sont pas mal, voilà, les posters sont pas trop mal. Voilà, donc on va passer tout de suite donc, aux matchs qui ont été annoncés, plus 1, parce qu'il y en a 4 qui ont été annoncés, je pense qu'il y en aura 5, le format classique de pay-per-view secondaire. Il y en a un, je pense, qui me paraît incontournable, donc j'en parlerai le moment venu. Mais on va déjà commencer par un match qui a été, lui, annoncé, à savoir Pat McAfee contre Gunther. Et oui, qu'est-ce que c'est que ce match? Franchement, qui aurait prédit ce match? Ah, fallait être fort. Hein. Donc pour rappeler rapidement le contexte, hein, c'est que lors du Raw Post-Mania, Gunther, il était vénère, évidemment. Il s'est fait humilier par Jey Uso. Il avait tout perdu, il avait perdu son titre. Et en plus, il avait pass out. Enfin, pas pass out, pardon, il avait tap out face à Jey Uso, ce qui n'était pas crédible du tout d'ailleurs. Hein. Donc évidemment le lendemain, enfin même 2 jours après du coup, puisque c'était la nuit 1, donc à Raw Post-Mania, il est venu se disputer carrément avec les commentateurs, avec Michael Cole et Pat McAfee, donc, parce qu'il estimait qu'il avait subi un manque de respect de leur part. Donc après cette défaite à Mania, Gunther a ensuite carrément attaqué Michael Cole, ce qui a conduit Pat McAfee à le défendre en attaquant Gunther à son tour, mais malgré ça, Gunther a pris le dessus et a étranglé McAfee pendant un long moment, donc avec sa slipper. En conséquence, du coup, Gunther il a reçu une amende et il a été suspendu par le GM de Raw, Adam Pearce. Et la semaine suivante, donc, McAfee a demandé un match contre Gunther. Il a fait une très belle promo, hein. Il s'est mis debout sur la table des commentateurs, il a fait une promo assez je dirais, crédible, passionnée, réaliste même, authentique. Pour défendre son ami Michael Cole et demander réparation finalement. Il a demandé donc un match contre Gunther et il a sollicité le GM de SmackDown, hein, qui était du coup Nick Aldis, puisque effectivement Adam Pearce n'était pas là. Donc c'était Nick Aldis qui était là pour l'occasion. Et il lui a demandé de lever la suspension à Aldis. Sauf qu'Aldis a refusé, mais en échange, par contre, il a proposé un match entre McAfee et Gunther à Backlash. Et McAfee a bien sûr accepté. Voilà un peu pour le contexte. Bon, j'ai trouvé ça étonnant quand même. Ça faisait quand même un peu descente aux enfers quand même pour Gunther, quand même, qui était champion mondial, dominant, qui perd finalement à Mania de façon assez piteuse en tapant. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a jamais soumis de sa vie en plus. Hein. Et se retrouver comme ça à s'en prendre à des commentateurs et à feuder avec Pat McAfee quand même, ouah, ça va loin quand même la descente là. Hein. Donc on va voir si cette descente aux enfers se confirme ou pas, hein, parce que si ça se trouve ça va être encore pire. Et j'espère pas quand même. La qualité in ring, elle va être c'est compliqué parce que Pat McAfee on l'a pas beaucoup vu. Voilà, on va pas. Oui, ce match contre Theory qui était, ok, à Mania. Bon, on va pas parler de ce qui s'en est suivi avec ce qui s'est passé avec Vince, c'était n'importe quoi. Franchement, match contre Corbin à SummerSlam 2022, Happy Corbin, c'était, moi je l'avais déjà oublié. Enfin, j'avais mis un 2,75. C'était des low blows. Et puis ce fameux code red complètement raté de la part de McAfee, qu'il a essayé de finaliser comme il le pouvait. Bon, j'espère qu'il refera pas son code red, hein, ou alors il va vraiment peut-être vouloir
persister et vraiment réussir ce move, hein, peut-être, il va peut-être vouloir le refaire. Mais en tout cas, on n'a pas beaucoup de références et surtout c'était surtout NXT. Oui, là c'était son meilleur passage, je dirais, d'un point de vue in-ring avec Adam Cole, sa petite faction là. Il y avait Butch, Lorcan, il y avait Ridge Holland, il y avait Pete Dunne aussi. Voilà, il y avait des bonnes choses. Il y avait un War Games. Il avait fait des bonnes choses. Hein. McAfee, il avait été assez étonnant à l'époque du côté de NXT. Et puis quelques 2-3 matchs comme ça, un petit peu showcase de côté du main roster, hein, dans des gros pay-per-view quand même, mine de rien. Donc dont Mania. Et donc SummerSlam aussi. Donc franchement, bah, là c'est difficile de savoir vraiment dans quelles conditions il est. Bon, s'il affronte Gunther, a priori c'est qu'il est en forme. Je pense qu'il s'entraîne, hein, sinon il ferait pas ça. Donc il peut nous surprendre, hein, à nouveau, mais il va falloir quand même ramener son A-game, hein, comme on dit, hein, parce que là, ça Gunther, c'est quand même une autre paire de manches. Donc il peut nous surprendre, il sait faire des moonsaults, il sait faire du superplex de la troisième corde, hein, en sautant directement dessus, quoi. Il saute carrément d'un seul bond comme ça sur la troisième corde, il porte ça superplex. Voilà, il y a quelques manœuvres qui sont sympathiques et spectaculaires. J'espère qu'il aura développé un peu ce moonset. Donc il peut nous produire quelque chose de décent, voilà. Le match peut nous raconter une histoire avec un Gunther très agressif qui va vouloir le détruire. Qui va vouloir détruire McAfee qui va réagir en babyface, un Michael Cole qui pourrait aussi avoir son petit rôle à jouer, hein, qui va, en termes de storytelling, on sera pas mal, parce que Michael Cole va, je pense, va avoir émotionnellement, il sera très impliqué forcément dans ce match, et peut-être qu'il s'impliquera physiquement, enfin en tout cas à un moment donné, il va voir que ça va trop loin, et puis il viendra à bord du ring, et puis ça va peut-être mal se finir. Voilà, là je pense qu'il y aura un peu de drama dans ce match, hein, potentiellement. La qualité, donc, elle sera ce qu'elle sera, ce ne sera pas un chef-d'œuvre, mais ils peuvent compenser, je veux dire, la qualité globalement moyenne in-ring par du bon storytelling, du bon drama, et nous raconter une bonne histoire. Voilà, moi c'est tout ce que j'espère de ce match, même si c'est étonnant, ça peut paraître décevant même pour Gunther. J'attendrai le résultat, voilà, en fait. Moi, voilà, je vais faire le pronostic. Ben, victoire de Gunther, pour moi, si Gunther ne gagne pas, c'est catastrophique. Et je pense que les fans vont rager sévèrement là, parce que on peut pas faire perdre Gunther face à McAfee, à un commentateur. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. J'ai pas envie d'y penser. Est-ce que c'est possible? Ils peuvent le faire, mais ce serait catastrophique en fait. Ou se faire prendre par un roll-up, et ce serait horrible, horrible. J'ai pas envie de croire à ça. Et d'intensifier, je dirais, le côté dangereux de Gunther à cause de ça. Pat McAfee n'a rien à y gagner, en fait. Ouais, il aura finalement, oui, sauvé son pote, en quelque sorte. Venger son pote. Mais il a rien derrière. C'est qu'un part-timer. Donc il a rien à y gagner, McAfee. Donc Gunther, il faut qu'il le détruise. Donc moi, si Gunther le détruit, pas de souci. Ok, là on pourrait dire bon ça va, c'est pas trop la descente aux enfers, c'est juste une étape, voilà, parce qu'il est pas dans une bonne phase, parce qu'il effectivement après Mania il forcément est très énervé, et là il a besoin de se faire les dents sur quelqu'un, et là il va le détruire, il va le mettre à l'hôpital, et on verra pas McAfee au commentaire pendant un bon moment, parce qu'il sera à l'hôpital tout simplement, et on verra quelqu'un d'autre avec lui, avec Michael Cole, pardon, un Wade Barrett par exemple, ou un Corey Graves, voilà, ils mettront quelqu'un d'autre. Bref, c'est ce que j'espère. Voilà, c'est d'avoir un Pat McAfee absent pendant un bon moment pour nous montrer quand même qu'il est dangereux, vraiment dangereux, la Gunther. Et on est sur un autre niveau là, un autre Gunther, un autre personnage. On n'est pas sur on n'est plus sur je dirais ce côté arrogant avec ce petit sourire en coin là, comme on l'a pu le voir avec Jey Uso, mais vraiment sur un côté féroce où on sourit plus là. On se prend même pas, c'est même plus de l'arrogance, on est vraiment une bête féroce quoi. Une bête féroce qui se sent tellement énervé, frustré d'avoir perdu comme ça, d'avoir tapé face à quelqu'un comme Jey Uso, humilié finalement. Et c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir un animal féroce finalement, comme on a pu le voir là quand il a étranglé vraiment sévèrement Jimmy, qu'il a mis en sang à Raw. J'ai envie de revoir ça moi de la part de Gunther. Et j'espère que c'est ça qu'on va voir.
à ce moment-là, je serais un peu plus indulgent par rapport à ce booking assez particulier, de le mettre face à Pat McAfee, quoi. Euh, et j'ai un autre argument, malheureusement, enfin, ouais, bah oui, il faut pas l'oublier, bah, il y a Goldberg, qui a toujours ce fameux match, son dernier match, soi-disant son dernier match, à faire en 2025. Et on n'oublie pas ces interactions avec Gunther à Bad Blood, là, l'année dernière, à Atlanta. Et alors c'était peut-être un one shot, hein, on sait jamais. Mais moi j'y pense toujours, et je me dis quand même, un Goldberg en plus qui a un background foot US comme Pat McAfee. Donc c'est tout à fait le genre à vouloir se venger après justement la fessée qu'aura subi Pat McAfee, hein. Voilà. Et là, ce sera le héros américain, à nouveau, qui va vouloir se venger du méchant, du vilain autrichien, là. Le monstre autrichien. Voilà, bon, bah, c'est du classique, hein. On l'a vu 100 fois, 1000 fois même, que ce soit au cinéma américain ou dans le catch, donc c'est du vu et du revu. Mais je les en sens totalement capables. On a un SummerSlam sur 2 nuits cette année, donc je pense qu'il y a de la place, hein. Je pense qu'ils vont pas attendre, ils vont pas le faire au Money in the Bank. Je pense que c'est une affiche à la SummerSlam, quoi. Et je pense que c'est le bon moment. Je crois que d'ailleurs que ça devait être là, son dernier match en plus à Goldberg, c'était plutôt mi-année, donc ou l'été. Voilà, bon, je pense que c'est le bon moment. Voilà, le dernier match, Goldberg Gunther, on va dire pour laver l'honneur de Pat McAfee et aussi de Michael Cole quand même, aussi d'une certaine façon. Voilà, on verra peut-être que Michael Cole aura va essayer peut-être, parce que forcément il va se faire peut-être, il va se prendre un slipper assez appuyé. McAfee il sera peut-être en sang et il va pas lâcher sa prise. L'arbitre va sonner la cloche, hein, bien sûr, il va pass out McAfee, et il lâche pas sa prise, et puis Michael Cole va essayer de rentrer sur le ring et dire stop it. Et voilà, là on peut avoir du drama, voilà, et puis voir un peu jusqu'où ça peut aller, hein. Ça se trouve il va s'en prendre à Michael Cole à nouveau, et peut-être à nouveau une suspension, etc. En tout cas, moi je m'y prépare à ce programme entre Goldberg et Gunther, voilà, qui aura on va dire la qualité qu'il aura. Voilà, c'est-à-dire pas grand-chose, je pense. Mais bon, faut s'y préparer. Et donc pour moi, il vaut mieux que Gunther gagne pour avoir ce programme, justement. Sinon, s'il perd, ça n'a aucun intérêt. Bon, allez, j'en ai assez parlé de ce match, hein, qui est quand même pas très très intéressant. On va passer maintenant au match suivant, à savoir Becky Lynch contre Lyra Valkyria pour le titre intercontinental. Et oui, alors il s'est passé quand même pas mal de choses depuis ma review de Mania, hein, notamment justement ce qui s'est passé le lendemain. Puisque, on rappelle le contexte, c'est que juste avant la nuit 1 de Mania, donc Bayley, qui devait faire équipe avec Valkyria pour le tag match, hein, lors de la nuit 2, donc contre Raquel et Liv, a été retrouvée attaquée en coulisses, donc agressée par un agresseur inconnu, ce qui a obligé Valkyria à trouver une nouvelle partenaire, donc en 24 heures seulement. Et lors de la nuit 2, finalement c'est Becky Lynch qui avait fait un retour surprise en tant que partenaire mystère de Valkyria, et ensemble elles ont étonnamment remporté les titres tag. Et ce qui m'avait étonné, hein, je l'avais dit, je l'avais déploré, je trouvais ça pas normal, je trouvais que Raquel et Liv faisaient de bonnes championnes, et donner un titre en plus à Becky Lynch sur un plateau d'argent, voilà, c'est pas la bonne idée pour moi. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est quand même il y a eu un rematch à Raw le lendemain, et là elles ont perdu. Elles ont perdu, Becky et Lyra, et Valkyria en plus a subi le tombé. Et après le match, en fait, Becky s'est retournée contre Valkyria, effectuant ainsi un heel turn pour la première fois donc depuis 2022. La semaine suivante, Lynch a révélé quelle était l'agresseuse de Bayley. Alors il y a eu finalement un petit clin d'œil finalement à la storyline de Cargill, puisqu'elle a dit bon, moi je n'ai pas besoin d'une enquête, hein, moi je vais vous le dire tout de suite. Ce qui confirme aussi quand même qu'il y a quand même un gros parallèle à faire entre les deux storylines. C'est pour ça que je trouvais ça un peu bizarre de refaire un truc un peu assez copier-coller, mais bon. En tout cas, elle a révélé tout de suite que c'était elle l'agresseuse de Bayley, expliquant qu'elle en voulait à Valkyria en raison de son amitié avec Bayley, avec qui Lynch avait eu de nombreux conflits, hein, ces dernières années, notamment avec Damage Control. Donc elle s'est sentie un peu trahie. Valkyria l'a interrompu, ensuite elle a défié pour un combat le soir même, mais Becky a refusé, et Valkyria a alors décidé de défendre son Women's Intercontinental Championship contre Becky à Backlash, défi que Lynch a accepté. Voilà on en est où on en est. Bon, au moins donc la bonne nouvelle, c'est que les ceintures sont revenues, je dirais, aux bonnes personnes, parce que je trouvais ça quand même étonnant, cette perte de titre par Raquel et Liv.
Malheureusement, bon ben, malheureusement, et j'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure à cause avec les releases, c'est que la division de Women Tag Team, je vois qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Parce que là, on saucissonne les équipes. Il y avait déjà pas une densité de malade, mais là en plus on saucissonne pas mal d'équipes. On a vu Ayla Down aussi qui s'était fait dégager aussi, donc c'était encore une équipe en moins, hein, faut pas oublier ça aussi. Et en plus, on apprend que Liv va partir en tournage là au Japon pour Bad Lieutenant Tokyo, là, le film qu'elle va faire. Donc ça l'oblige à aller au Japon, donc bah, elle peut pas se montrer au Weekly. Par contre, bah, alors Lee Keldy, il lui dit enfin, lui, il l'autorise, il laisse ça comme ça, voilà. Elle peut partir en tournage et c'est pas grave, les titres ils sont pas vacants, c'est pas grave hein, pour les titres. Par contre, Dominique lui dit bon bah je crois que je vais prendre un peu de time off, de time off. Et l'autre lui dit non, par contre toi tu vas le défendre ton titre, tu vas quand même tu vas combattre. Hein. Ouais, donc c'est deux poids deux mesures, voilà. Le titre intercontinental. Alors là, il faut le défendre, faut être là, faut être présent. Par contre, les titres Women Tag, on s'en fout, voilà, bon, t'as le droit de partir en tournage, c'est pas grave, voilà, voilà, ça dit tout en fait de ce qu'ils veulent faire des titres tag, hein, franchement, qui s'en débarrassent quoi, si on en arrive là en fait, qui s'en débarrasse, je suis désolé, enfin, si c'est ça toute l'importance qu'il leur accorde, et avec les équipes donc en moins en plus, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? C'est quoi le plan? Parce que j'avais vu du mieux l'année dernière, hein, même quand c'était même avec Cargill, mais même, certes, Cargill et Belair, ça avait redonné un élan à la division taille. Il y avait des matchs régulièrement en pay-per-view, des défenses de titres. Alors certes, souvent c'était les titres qui changeaient de main lors des pay-per-view, mais au moins il y avait des matchs. Il y a même il y a un an d'ailleurs, on fête aujourd'hui d'ailleurs, c'est le hasard, on fête aujourd'hui l'anniversaire du Backlash, de Backlash France, c'était le 4 mai. Et bah oui, elles étaient défendues à ce moment-là. On les a vues en Écosse, voilà, avec la petite surprise, voilà, justement pour Ayla Dawn et Alba Fire. On les a vues souvent défendues, dans des pay-per-view secondaires certes, mais on les voyait quand même. Et puis je trouvais que là, la fin d'année dernière, et puis bah là, même cette année, bah, c'était redescendu. Bah, à tel point qu'on en est rendu là en fait, et je trouve que c'est encore pire. Parce que là, si on se débarrasse des équipes qui a de moins en moins de densité, et qu'en plus Liv Morgan elle se barre comme ça en tournage, sans qu'on se dise oh bah c'est pas grave, voilà, les titres qui changent de main à Mania et 24 heures après on les redonne, c'est compliqué là, c'est pas, c'est un manque de lisibilité, de crédibilité même. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Voilà, moi c'est tout ce que je pose, la question que je pose, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Voilà. Peut-être que les Kabuki Warriors vont venir. Voilà, Kairi Sane, Asuka, on a l'impression qu'elles sont pas loin, mais c'est pas assez. Voilà, Alexa Bliss et Nikki Cross, on attend toujours. Voilà, ça prend 3 plombes aussi cette histoire là. Ça commence à être saoulant aussi. Wyatt Six et Alexa Bliss, ça devient vraiment saoulant. Il y a des équipes qui peuvent reformer, mais il y en a qui peuvent former aussi qu'on n'a pas vu venir. Voilà, mais qui a un plan, qui a une stratégie, qui a quelque chose. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces titres? Voilà, bon ça c'était un peu le coup de gueule par rapport aux tag team féminines. Maintenant si je reviens au match, et si je veux en arriver au pronostic, pour moi c'est victoire de Becky Lynch en fait. Alors c'était pas facile parce que le turn en plus, le public avait tendance à dire, à cheer pour Becky parce que c'est compliqué. On a un peu revécu le syndrome Charlotte quoi. C'est que une Becky, même heel, face, heel, peu importe, elle est popée, elle est populaire la fille. Donc c'est compliqué de huer Becky finalement, hein, tellement elle est populaire. Et donc ouais, le turn, il a pas forcément très bien marché, je dirais, envers Valkyria, comme il a pas forcément excellemment marché. Enfin en tout cas le fameux segment là avec Paul Heyman, avec Braun Breaker et Seth Rollins, où le public commençait à faire des one more time. Alors qu'il y avait quand même Voldemort, il y avait quand même Roman Reigns hein, dans le truc quoi. Et ben non, le public était content, il en réclamait encore. Donc là aussi, c'est compliqué, il y a des heel turns qui sont pas forcément toujours faciles à rendre crédibles. Et ça concerne d'ailleurs le couple, hein, peut-être pas forcément un hasard, Becky Rollins. Hein. Et donc, c'était un petit peu mieux, je dirais, dans le dernier segment de Raw. Voilà, elle a essayé de faire de son mieux Valkyria pour nous faire une promo babyface un peu plus crédible, même si je trouve qu'elle est encore en dessous, un peu scolaire, un peu récitée, ça manque de cœur, ça manque de trip, je trouve, ces promos.
c'est pas son fort, on le sent. Elle a fait de son mieux, je trouve que c'était un petit peu mieux que dernièrement. Là, quand elle a rappelé qu'elle l'avait battu pour son titre NXT, etc., c'était pas trop mal. Là, Becky était un petit peu plus huée. Bon, qu'on verra comment ça sera dans le match. Hein. J'espère que ce sera pas une catastrophe et que ce sera pas que le public va pas popper, par exemple, si Becky prend le titre, parce que ça pourrait arriver aussi, que le public soit content. Et pour Valkyria, le coup serait rude. Le coup serait rude. Maintenant, donc j'en viens au pronostic. Bah, pour moi, c'est victoire de Becky Lynch, hein, nouvelle championne. Nouvelle championne. Voilà. Bon, bah, il n'y a pas de titre tag féminin en pay-per-view là, mais le titre intercontinental ou même le titre US, hein, ça aurait été pareil. Et ben voilà, bah, ça sera le titre qui changera de main dans le pay-per-view. Voilà, ils vont nous refaire le même coup en fait pour nous dire ah ben non, mais vous voyez, c'est pas un show secondaire puisqu'il y a quand même un changement de titre quoi. C'est pas un filler ce show, vous voyez. Il y a une nouvelle championne là. Oui, bah c'est un titre intercontinental qui pour l'instant n'a aucune valeur. Et ils ont peut-être commis l'erreur. Alors c'était bien pour elle, moi j'étais content pour Valkyria, comme j'ai été content pour Chelsea Green, mais c'était peut-être pas forcément finalement des si bons choix comme je dirais comme championne inaugurale. Autant ce qu'ils avaient fait faire par exemple chez All Elite en donnant le titre suprême à Jericho comme champion inaugural, je pense que c'était plutôt malin parce que c'était quelqu'un de connu, de chevronné, même une star, qui mettra les yeux justement sur ton produit. Et ben là, je pense que ça aurait peut-être été une meilleure idée de mettre quelqu'un comme Becky Lynch. Alors après, il y avait la santé, il y avait d'autres choses, mais à ce moment-là, elle n'était pas là. Mais quelqu'un d'un peu plus chevronné pour être ta championne inaugurale intercontinentale, et même chose pour le titre US quoi. Parce que là maintenant on se retrouve effectivement avec une championne inaugurale comme Valkyria. Bon, alors, ça restera dans les livres d'histoire, hein, on ne pourra pas lui enlever, ce sera la première championne, mais bah, ça a du mal à prendre parce que bon voilà, Valkyria c'est pas encore du gros star power, il faut le reconnaître, et puis comme je disais, bon, le micro c'est pas trop son truc, et en fait ça n'a qu'un seul but, ce qu'ils sont en train de faire. Ça n'a qu'un seul but, c'est donner un maximum de star power au titre intercontinental, voilà, ni plus ni moins, et Valkyria va perdre. Valkyria va perdre parce que c'est malheureusement, bah, je le redisais tout à l'heure, bah oui, mais c'est le business. Business is business, et à un moment donné, eh bah oui, on va donner le titre à celle qui est la plus bankable des deux, quoi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et c'est la vérité. Donc, pourquoi est-ce que c'est Becky qui va gagner? Parce que c'est Becky. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc le star power, il est de son côté. L'expérience, le charisme, etc. Son personnage, son promo skill, etc. C'est tout ça, c'est en sa faveur. Donc, bah voilà. Et en plus, bah, ils ont déjà prévu le coup. Ils ont déjà prévu le coup d'après avec Bayley, puisque Bayley, voilà, on a bien compris maintenant que c'était elle, c'était la victime, et en plus l'agresseuse c'était Becky. Donc en plus en quelque sorte, il nous casse le suspense, parce qu'on sait très bien que maintenant la feud à venir, c'est Becky Bayley. Alors 2 des 4 Horsewomen, donc on est quand même pas mal en termes de star power là. Donc bah aucune chance, ça laisse aucune chance pour Valkyria quoi. Donc Bayley va revenir à un moment donné, et puis elle va foncer dans l'art de Becky. Et puis là, on aura une belle feud qui vient. Alors, ce sera peut-être pour Money in the Bank. Pourquoi pas, voire SummerSlam. Si on laisse un petit peu plus de temps à Bayley de revenir, etc. Même si, bon, en soi, bon, l'attaque backstage, ouais, se tient un peu l'épaule. Bon, c'est peut-être pas de quoi non plus s'absenter 3 plombes. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça sera un Money in the Bank ou à SummerSlam, hein, l'affiche. Hein. Ça, c'est sûr, ce sera. Ça. Je pense même SummerSlam parce que ça a vraiment une odeur de Big Four ce match. Hein. Et là au moins on aura un titre secondaire, et donc l'intercontinental féminin qui aura au moins enfin de la lumière et du spotlight quoi, et du prestige dans un pay-per-view du Big Four. Et en plus il faut en profiter. Le SummerSlam est sur de nuit, donc bah, il faut remplir cette carte. Et là ce sera parfait. Et donc bah, pour ce faire, eh ben, il faut que que Becky prenne ce titre quoi. Il n'y a pas d'autre choix possible. Et le match sera bon, voilà, faut pas s'inquiéter. Le match sera bon. Les deux filles se connaissent bien, deux compatriotes, bien sûr, qui se connaissent depuis très longtemps, qui se sont affrontés donc à NXT, voilà. Donc, voilà, moi, j'ai pas de doute que le match sera bon.
on aura du bon storytelling, on aura une Becky qui sera peut-être un peu plus agressive, peut-être un peu plus arrogante, et une Valkyria qui jouera son rôle de babyface comme il faut, voilà, qui fera des comebacks, qui, il faut espérer, sont bien accompagnés par le public, hein, parce que attention, avec Becky, des filles comme Becky, quand on les fait tourner heel, hein, on l'a bien vu, c'est peut-être pas forcément comme ils le veulent. Donc attention, ce sera le piège. Attention, effectivement, à ce que le public ne pop pas trop quand Becky va prendre le titre, quoi. C'est le risque, hein. Et c'est tout à fait possible que ça arrive, hein. Voilà. Et là, va falloir vraiment mettre les bouchées doubles s'ils veulent vraiment qu'on l'a eu et qu'on la déteste, quoi. Tout simplement. Donc on verra comme ils vont s'y prendre. Bayley, ça peut-être le bon choix après derrière. Bon, parce qu'elle a aussi apprécié Bayley. Même si, bon, je trouve que son face turn n'a pas été forcément une franche réussite au final. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne. Mais ça peut faire le taf pour rendre Becky un peu plus, je dirais, détestable. Voilà, ça sera le coup d'après. Voilà, on aura le temps d'en reparler. Parce que ce sera pas, à mon avis, ce sera plus probablement SummerSlam que Money in the Bank, à mon avis. Mais ça sera le coup d'après. Donc pour cela, victoire de Becky Lynch. Voilà, mais le match devrait être bon. On va passer maintenant au match suivant. Fatal 4-Way comptant pour le titre des États-Unis entre donc Jacob Fatu, le nouveau champion, hein, Drew McIntyre, Damien Priest et LA Knight. Donc c'est quand même une belle affiche. Alors on voit tout de suite que on a croisé deux feuds. Voilà, ils sont pas trop pris la tête. Au moins on pourra noter d'ailleurs que ce Backlash ne compte aucun match revanche de Mania. Il y a quelques retombées de Mania. Il y a des matchs croisés de Mania, mais il n'y a pas de revanche pure et simple de Mania, hein. Ce qui n'est pas arrivé tant que ça d'ailleurs. C'était un peu finalement une fausse idée de se dire que Backlash c'était souvent des matchs revanche de Mania. J'ai regardé finalement, je suis revenu jusqu'à 2021. 2021, 2023, 2024, il y avait 0 match revanche de Mania, hein. Alors qu'en 2022, alors oui, il y a eu l'exception 2022 finalement. Et là, ils s'étaient lâchés. Il y a eu 4 matchs, 4 rematchs de Mania à Backlash, quoi. Là, il y en avait eu beaucoup. Mais sinon, les autres années, il n'y en avait pas. Donc effectivement, c'était peut-être finalement une fausse idée de se dire que Backlash, c'était un show spécial avec des revanches de Mania. Pas tant que ça, finalement. Et on peut se dire que cette édition, dans la même lignée, finalement, il y a des choses qui sont reliées, hein, comme là, donc effectivement dans ce Fatal 4-Way, on a 2 matchs mixés, finalement deux feuds mixés. Si on se remet un petit peu dans le contexte qui a conduit à ce 4-Way, donc dans la nuit 1 de Mania, Fatu avait battu LA Knight, hein, pour gagner ce titre US. Le lendemain, lors de la nuit 2, McIntyre avait battu Damien Priest dans un City Street Fight. Et donc dans le SmackDown post-Mania, pendant la célébration de la Bloodline, hein, donc Fatu et Solo, LA Knight a interrompu la fête pour demander un match revanche. McIntyre a aussi fait son apparition, hein, en provoquant Damien Priest et exprimé son désir de disputer un match pour le titre. Et à ce moment-là, Nick Aldis a programmé un match entre LA Knight et Drew McIntyre pour désigner l'aspirant numéro 1 au titre de Fatu. Et pendant ce match, Damien Priest a attaqué McIntyre, tandis que Solo s'en est pris à LA Knight. L'arbitre n'a vu que l'intervention de Priest, hein, ce qui a donné donc la victoire à McIntyre par DQ. Et après le match, Fatu a dominé à la fois LA Knight et Priest. Et lors de l'épisode suivant, LA Knight et Priest se sont affrontés, mais le match s'est terminé sans vainqueur en raison de l'intervention de Solo Sikoa. On l'a senti venir. Donc à nouveau un DQ. Après cela, Priest et LA Knight se sont battus avec Fatu et Sikoa. Aldis a donc organisé un triple threat match entre Fatu, Priest et LA Knight pour le titre des États-Unis à Backlash. Cependant, la boulette, puisque Sikoa a insisté pour dire que non, mais en fait McIntyre la semaine d'avant il avait gagné par DQ, donc c'est lui qui devrait être le challenger. Sauf que du coup ça donnait des idées à Aldis. Il a dit ah oui tu as raison en fait. Oh, allez, faisons-en un Fatal 4-Way. Allez hop, incluant aussi McIntyre. Et quand même derrière, Nick Aldis a quand même laissé entendre que c'était plutôt lui qui avait merdé Solo, qui avait finalement arnaqué en quelque sorte Fatu, hein. Plus que en fait Aldis aurait arnaqué Fatu en fait. Donc c'était intéressant d'un point de vue évidemment storytelling, et puis évidemment toujours dans le cadre de la future rivalité entre Solo et Fatu qui va arriver, hein, à mon avis pour SummerSlam. Donc du coup ça rend le pronostic assez évident, je dirais, victoire de Jacob Fatu, qui va conserver son titre, qui vient juste de gagner à Mania. Il n'y a évidemment pas de raison de perdre. Fatal 4-Way en plus, ça peut protéger pas mal de monde.
Là, pour le coup, Drew, je pense que c'est pas la personne qui doit prendre le pin. Je pense qu'il faut la protéger. Il a gagné un bon match, là, un gros match à Mania. Je pense qu'il faut continuer à le protéger et que la défaite va se jouer, je pense, entre Priest et LA Knight. Peut-être plus LA Knight. Voilà, ça sera l'un des deux. Et que Solo va peut-être intervenir d'ailleurs. On ne sait jamais. C'est un Fatal 4-Way, donc tout est possible. C'est no DQ. Il y aura peut-être un peu de friture sur la ligne. Il faudra nous raconter un peu de choses peut-être. Mais Fatou va s'en sortir, quoi qu'il en soit. Victoire donc de Fatou. Est-ce que j'ai envie de. Est-ce que je dois reparler de. Est-ce que je dois reparler quand même de d'Ikuleo ou pas? Non, je crois pas qu'il faille que je reparle d'Ikuleo parce que c'est toujours c'est le running gag. Donc, mais bon, c'est un DQ, on sait jamais. Hein, on sait jamais. Et peut-être que Solo va nous ramener un nouveau membre et que Fatou va pas être au courant. On dit c'est quoi ce bordel? Tu nous ramènes Ikuleo là? Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Et voilà, pour qu'on ait un petit peu la merde et qu'on nous raconte l'histoire entre la scission entre Solo et Fatou pour SummerSlam, à mon avis. Je pense que c'est ça qu'on va avoir. Mais ça sera autour du titre US. Donc pour moi, il ne faut pas que Fatou perde ce match, évidemment. Donc peut-être, sait-on jamais, hein, un grand miracle. Peut-être que l'Ikuleo va se montrer enfin. J'ai vu qu'il y avait un nom qui avait été déposé récemment, Jill Tala, qui sonne un petit peu samoan. Mais bon, Jill, je me demande si c'est pas plutôt féminin. Donc c'est peut-être la fille de LFG, j'y ai pensé, mais bon. Ça reste assez flou à ce niveau-là. Bon, on verra. À ce stade-là, c'est assez flou. Donc on verra. Peut-être que c'est Ikuleo. Mais bon, ça sera peut-être Jill Tala. Hein, on ne sait jamais. Bref, voilà. On garde ce petit fantasy booking de côté. Sait-on jamais. Mais en tout cas, victoire de Fatou. Ça devrait être un bon match. Là, LA Knight, il est pas mauvais en match à plusieurs. Et on a deux mecs très expérimentés, comme Priest et McIntyre, qui vont, je pense, être bien les généraux du ring, si je puis dire. Et ils vont nous proposer un match bien enlevé, bien dynamique, qui sera très très bien pour un match, je dirais, de pay-per-view secondaire. Voilà, ça va peut-être voler le show d'ailleurs. Hein. Ça sera peut-être le meilleur match de la soirée. Ce qui est loin d'être impossible à mon avis vu la carte de manière générale. Hein. Voilà, il y aura des petits rappels, je pense, au feud des uns et des autres. Voilà, entre Priest et McIntyre, et entre Solo et LA Knight, avec peut-être un autre BFT from I don't know where, des très beaux Claymore, des South of Heaven, Chokeslam, des Razor's Edge, des Moonsault, en veux-tu en voilà, de la part de Fatou. Bref, ça sera assez spectaculaire. Ça va peut-être se rentrer contre les barricades, ça va tout défoncer, tas des commentateurs. Voilà, ça peut être assez péchu comme match, assez même avec un petit peu de violence. Voilà, moi j'ai de bons espoirs en ce match. Et évidemment, il faut que Fatou en ressorte assez fort. On va passer maintenant au quatrième match qui, pour moi, celui qui n'a pas été encore annoncé, mais qui, pour moi est inéluctable, à savoir Jey Uso contre Logan Paul. Voilà, j'ai fait ce visuel, un petit montage, hein, parce que pour l'instant, bizarrement, ça n'a pas encore été annoncé. Et ce serait donc pour le titre, le World Heavyweight Championship, hein, détenu par Jey Uso. Donc depuis Mania, bien évidemment. C'est assez faiblement buildé ce match, hein, puisque ça date finalement de lundi à Raw, où Logan Paul est arrivé sur le ring. Il rappelait quand même, dire c'est fou, j'ai quand même battu AJ Styles, là, le phénoménal AJ Styles, le week-end dernier à Mania, et voilà, ouais, les gens, on n'est toujours pas satisfaits, quoi. Il comprend, voilà, que les gens de Kansas City là peuvent pas réaliser, hein, là, lorsqu'il y a quelqu'un de bon devant eux, les gens sont vraiment si stupides, ils savent vraiment pas ce qu'est une vraie légende. Une vraie légende ne ressemble sûrement pas, en tout cas, à notre champion World Heavyweight Jey Uso. Hein. Et voilà, bon, il a eu une semaine pour réaliser qu'en fait, il a tout fait finalement dans cette industrie. Il a déjà tout fait, à part finalement remporter un titre mondial. Alors du coup, il dit les jours de Jey Uso sont comptés, hein, car il a quelque chose qu'il veut. Et là, à ce moment-là, Jey Uso arrive et il dit que Logan Paul pense vraiment franchement, qu'après 15 ans après avoir chassé ce qu'il voulait, il va simplement donner là une chance à cet idiot de youtubeur là. Il a regardé Gunther là battre son jumeau dans un bain de sang. Il va jamais oublier ça. Alors ce titre là qu'il a et qu'il va montrer là, cette ceinture qu'il va brandir là, Jey Uso, elle n'est pas donnée, elle est méritée quoi. Ça se mérite. Alors si Logan Paul veut ce titre, il va devoir venir le chercher. Yeet. Voilà. Et Logan Paul avait dit que en 4 ans, il a fait plus que pendant les 15 ans de Jey Uso là.
une quinzaine de Jey Uso, et on sait tous que c'est bien vrai. Il va prendre ce titre, et Jey Uso il va retourner faire ce qu'il fait de meilleur, c'est-à-dire soit s'écraser, c'est-à-dire s'écraser et perdre le titre le plus rapidement, encore plus rapidement que son titre intercontinental. Voilà, pour la pique, et Jey Uso va lui porter un gros super kick pour l'envoyer au tapis, et on verra un peu plus tard que alors que Sami Zayn était avec Jey Uso au moment où Sami Zayn avait un choix important à faire, hein, ça c'est pas pour le moment d'en parler puisque ça ne concerne pas le pay-per-view, et les deux se quittent, et puis là une droite venue de nulle part qu'on n'avait pas vu venir de Logan Paul qui a séché Jey Uso, voilà, en lui disant c'est le karma, voilà, yeet. Voilà, bah, c'est très léger hein, le build-up. Hein, voilà, bon, il y aura certainement des derniers éléments encore à montrer à Raw demain. Mais bon, il fallait en gros trouver un challenger de transition à Jey Uso, quoi. Il fallait trouver un heel qu'on peut aisément huer. Et je pense que Logan Paul a le bon rôle. Il a battu AJ Styles à Mania. Voilà, donc ça le crédibilise un petit peu plus pour avoir ce statut de challenger. Il n'y avait peut-être pas forcément beaucoup d'autres options sur la table à l'heure actuelle, puisque tout ce qui se passe autour du nouveau clan de Rollins, là, c'est encore plus grand que ça, et que pour l'instant, ça ne nécessite pas le titre de Jey Uso. Voilà, on va laisser faire ce clan là, tranquillement, qui est à mon avis pas encore complet. Hein, on en reparlera, je pense, pour les pronostics du Money in the Bank, hein, parce que je pense qu'il y a un tag match qui se prépare de très haut vol. Et donc ils ont trouvé que Logan Paul, écoutez, le match il sera ce qu'il sera, ce sera un match vraiment où je dirais ok sans plus, quoi, un peu à la, voilà, comme Saturday Night Main Event, ou un match de bichot à 3,5, quoi. Voilà, ça sera pas la folie, le public qui sera aisément derrière Jay, il va huer Logan Paul qui lui va en faire des caisses, il va continuer à être arrogant comme il sait le faire, à faire ses pauses, etc. Ça fonctionnera auprès du public certainement, pas vraiment auprès de moi. Je dirais, les capacités athlétiques de Logan Paul vont permettre peut-être de voir quelque chose de sympatoche. Jey Uso, ce sera toujours ces 3-4 moves of Doom, hein, comme on les connaît. Voilà, bon, c'est un adversaire de transition. Et puis aussi, je vous dis, pourquoi est-ce que je dis que ce match sera là à Backlash, c'est que quand tu regardes les pronostics, alors moi j'aime bien raisonner comme ça, c'est en termes de victoire heel, victoire face, où je trouve que ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais quand même très souvent, où il y a quand même souvent une répartition plutôt équitable, je dirais, entre les victoires heel et les victoires face dans les pay-per-view. Et s'il n'y a pas ce match entre Jey Uso et Logan Paul, ben pour l'instant, on n'a que des victoires heel. À mon avis, en tout cas dans mes pronostics. Alors, à moins qu'ils en mettent un autre à la place. Il y a peut-être éventuellement un tag match entre Io Sky, Rhea Ripley et Roxanne Perez et Julia, pourquoi pas. Mais bon, à mon avis, ça a plus une odeur d'euro ce match. Voire de NXT, mais à mon avis plus d'euro. Ça peut être la surprise, mais si on veut donner une victoire au face. Mais bon, j'y crois pas trop. Et en tout cas, tout ça pour dire que s'ils mettent ce match, c'est pour avoir une victoire face, justement, parce ça manque cruellement de victoire face, ce pay-per-view là. Et il faut absolument donner un peu le smile au public, et pour cela on va donner ce match, voilà, ce Jey Uso Logan Paul, une première défense de titre, un premier adversaire. Bon, souvent ça sourit quand même aux champions, faut pas espérer autre chose. Logan Paul en plus, bon bah comme il le dit souvent, il catche pas gratuitement, donc il est là, on va dire, il catch que en pay-per-view, quoi, il catch pas en weekly, donc bah le prochain pay-per-view, bah il est là, donc il va catcher là. Voilà, on va pas attendre Money in the Bank, c'est 7 juin, on va pas attendre un mois, on va pas builder encore ça pendant un mois alors qu'il n'y a pas grand chose à se dire. Bref, donc pour moi ce match est à Backlash, voilà, point barre. Demain on va l'officialiser, très bien, et voilà. Donc victoire de Jay, voilà, pour une première défense, pour construire et cimenter son règne, qui va être très long, hein. Je l'avais dit, hein, mais il est déjà même un peu long. C'est dire, hein, ça fait même pas alors que ça fait quoi, ça fait 2 semaines. Mais voilà, il est déjà un peu long. Voilà, c'est le problème, hein. Donc c'est bon, je le sentais venir, hein, c'était pas une surprise, hein. Bref, voilà, ça va être compliqué. On espère avoir au moins une bonne défense, une défense honorable. Logan Paul peut être un bon adversaire, bon voilà, mais je j'ai pas de hype particulière, et puis il n'y a pas de suspense pour moi, bon voilà. On verra, peut-être qu'on sait jamais, je suis pas sûr qu'il le fasse, peut-être qu'AJ Styles viendra aussi mettre
son petit grain de sel s'ils veulent revenir sur un programme avec Logan Paul, mais ça j'y crois pas trop ça. Non, je pense que Jeff par contre oui, le retour de Jeff forcément bah oui forcément, faudra y penser aussi, le coup du poing américain, voilà l'assistant de Logan Paul qui viendra peut-être faire quelque chose, bon, on verra et ça se trouve ce sera peut-être AJ Styles qui reviendra, voilà, pour empêcher ça. Mais bon, ça j'y crois pas trop, on va pas non plus trop faire de copier-coller. Victoire de Jey Uso, voilà, le match, il sera ce qu'il sera. Bon, j'ai pas du tout de hype. Et on va passer déjà, à mon avis, enfin c'est même sûr, ça a été déjà annoncé, au main event, évidemment, le grand match entre John Cena et Randy Orton, one last time pour le WWE Undisputed Championship. Voilà, bon bah l'affiche elle est symbolique, on l'a vu des milliers de fois, j'ai même vérifié, en fait c'est 20 fois, c'est quand même déjà énorme. Ça arrive pas souvent déjà dans le catch que deux personnes s'affrontent en 1 contre 1 20 fois dans leur carrière. Et quand je dis 20 fois, ça compte aussi le tout premier match. En 2001, à la HWA, et le prototype, John Cena, quand c'était le prototype contre Randy Orton, et en 2002, il le refait à l'OVW, donc à l'Ohio Valley Wrestling, qui est beaucoup plus connu, qui a formé pas mal de catcheurs de renom, voilà, avec le prototype, quoi, donc ça date. Hein. Et donc une vingtaine de rencontres, en pay-per-view, en veux-tu en voilà, bon, ça a été la grosse rivalité hein, de ces dernières années. On nous l'a enfoncé dans la gorge cette rivalité et on savait que avec cette dernière année de Cena, on allait avoir un clin d'œil à cette rivalité et qu'on allait les deux allaient se raffronter à un moment ou à un autre. Voilà, en sachant que Backlash aurait lieu à St. Louis, Missouri, et donc chez Orton, bon, on savait que voilà, il a la teneur du poster et tout. Bon, Cena est champion, bon, on l'a compris. On savait que ça allait se passer comme ça. Donc voilà. Bon, moi, je vais pas trop revenir sur ce qui s'est dit au micro. Les deux se sont un peu échangé les choses, mais c'était peu intéressant, j'ai trouvé. C'était encore un peu du niveau de Cody. Là, on a parlé un peu plus de paternité. Bon, le fait qu'il n'ait pas eu d'enfant, Cena. Mais non, j'ai passé trop de temps, évidemment, à éduquer vos enfants à vous, au public. Voilà, bon, franchement, j'ai pas trouvé ça très très intéressant, à vrai dire, les promos. Elles étaient pas mauvaises en soi, mais le fond m'intéressait peu. Et puis j'en ai un peu ras-le-bol, voilà, du fait de ne pas parler, toujours pas parler du Rock. Le Rock qui s'est justifié, disant mais non, mais j'ai pas besoin d'être la mania, ma présence n'était pas nécessaire. On laisse l'histoire se raconter comme ça. Bon bah écoute, le scandale est arrivé par lui. Bon bah écoute, s'il veut pas se montrer, il se montre pas, hein, voilà. Et puis Cena nous raconte rien, il nous explique rien. Bon bah qui continue. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, quoi. Donc, la feud m'intéresse pas. Le fond des promos non plus. Et in-ring, bah, on le sait, ça va être boring. Voilà, bon, bah, Cena, il l'a dit, hein, il veut ruiner le catch. Lui, il s'en fout, en fait, de produire un grand match, il s'en fout. Il s'en fout, donc il a la ceinture, voilà, c'est tout ce qui importe. Et il va la garder jusqu'au bout, voilà, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, il va partir avec, il va être le dernier grand champion. Et puis là, bon, en termes, je dirais, d'enthousiasme, je dirais, d'explosivité dans un ring, Orton, c'est moins bien que Cody. Hein. C'est beaucoup plus chiant, quoi. On le sait, on connaît le papy Orton, là. Il commence à se faire vieux, et puis bon, il a jamais été quelqu'un de très excitant à regarder dans un ring. Et face à Cena, pardon, j'ai très peur du résultat, et je sais pas si je vais pouvoir aller au-delà de 2 étoiles, hein, comme à Mania, quoi. Ça sera peut-être un 75, un demi, voire moins. J'ai très peur. Est-ce qu'on va avoir Travis Scott? J'en sais rien. Maintenant, on est capable de tout. Ils sont capables de tout. Même The Rock, qu'on n'attendait pas là. On l'attendait à Mania, il est pas venu. Et là, on l'attend certainement pas dans un petit show comme ça à Backlash. Mais bon, il nous a fait le coup à Bad Blood. Maintenant, on n'est plus à ça près avec lui, hein. Voilà. Maintenant, j'en reviens quand même à ce pourquoi j'ai fait cette vignette avec R-Truth et John Cena en indiquant l'invité surprise, point d'interrogation. Parce que franchement, j'ai eu une petite révélation lorsque j'ai vu le dernier segment d'Euro là, avec justement R-Truth, Orton et Jimmy Uso. Autant la semaine d'avant, j'y avais pas particulièrement prêté attention. Je me suis dit bon, bah, c'est pour la déconne, voilà.
je reviens sur ce premier segment, c'était donc juste après Mania, SmackDown, donc le 25 avril, où Truth vient voir Cena backstage là et lui dit ah, il est content, je suis content que tu aies gagné le titre, je t'ai soutenu depuis le début et comme je l'ai toujours fait. Et puis il ajoute une phrase quand même qui, à mon avis, à ce moment-là, je n'y ai pas forcément prêté attention, mais qui peut pour moi être une phrase clé, en disant que s'il a besoin de lui, à n'importe quel moment, eh ben, il n'a qu'à l'appeler. Ça, c'est ce que Truth dit à Cena. Cena dit rien, il s'en va, voilà, Cena il le calcule quasiment pas. Jimmy Uso était là, il interpelle Truth et puis il lui demande bah, quand est-ce que Cena est devenu comme ça, si nul, quoi, si médiocre. Et Truth lui répond bah, il y a deux versions à chaque histoire, hein, que Cena est un vrai champion du monde et qu'un jour ou l'autre, lorsqu'il sera plus grand, il sera comme lui. Voilà, bon, c'est un peu le running gag. On sait que Truth est lui-même plus vieux que Cena, mais bon, c'est la blague. Bon, c'est pour ça que j'avais pas plus prêté attention que ça. Mais en fait, quand on y repense, cette phrase clé là, enfin, elle peut être clé, en disant, bah, si t'as besoin de moi, tu m'appelles, quoi. Même si Cena l'avait pas calculé à ce moment-là. Mais cette phrase, il faut la garder en tête. Et là, ce qui m'a davantage joué, ce qui a davantage provoqué pour moi chez moi un déclic, c'était le dernier SmackDown du 2 mai, là, où Truth va croiser Orton backstage et va lui dire bah, qu'il a carrément aucune chance à Backlash contre Cena. Il a aucune chance. Le héros de son enfance, John Cena, bah, va battre Randy Orton. Orton bah, va lui demander pourquoi il dit ça. Et Truth lui répond parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Et Jimmy est encore là. Et il va tenter un peu de tempérer les choses. Il va dire à Truth que bah, s'il continue à parler comme ça, Orton va arracher sa tête de ses épaules. Attention. Et Truth lui dit que bah, Cena lui a dit qu'il était le dernier, le last real champion, quoi. Et qu'il ne lui mentirait jamais. C'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'était deuxième segment. Sachant que Cena sera présent, finalement, lors du SmackDown Gom Show, donc juste avant Backlash. Et à mon avis, je suis quasiment sûr, vraiment quasi à 100%, que R-Truth et Cena vont avoir une dernière interaction. Voilà. Je pense qu'il va y avoir un truc parce que 2 segments, c'est encore pas suffisant. Il va y en avoir un troisième, comme ils ont pu faire notamment avec Karrion Kross, avec AJ Styles, hein, ce qui a permis d'aboutir au scénario qu'on a eu à Mania. En tout cas, Kross a eu son application, son utilité. Ils n'avaient pas fait ça pour rien, tous ces petits segments. Et là, je pense que c'est pareil. Il va y avoir un segment entre Truth et Cena. Peut-être Orton, mais à mon avis, plus Truth et Cena. Et là, peut-être que Cena le regardera d'un autre œil, va peut-être davantage l'écouter, va peut-être même lui demander de venir et commencer à préparer quelque chose. Voilà, ça c'est, il y a une idée là-dessus. Et je m'étais aussi un petit peu renseigné là-dessus, et j'avais vu qu'il y avait R-Truth qui avait fait auprès de Chris Van Vliet, hein, le célèbre Chris Van Vliet, il avait fait une interview en janvier dernier, il n'y a pas longtemps, sur un possible heel turn, et il avait dit, bon, bah, il y a une partie de moi qui veut redevenir heel, il le disait, je pense que c'est une partie égoïste, hein, juste parce que quelques générations m'ont connu comme R-Truth, le gars amusant, le gars comique, et que beaucoup de gens n'ont pas vu ce côté de moi qui peut encore être mis en valeur. La seule fois où j'ai parlé de ce heel turn, ben, on m'a dit oh, je pense pas que les gens veuillent te voir comme un heel, tu dois faire en sorte que les gens se sentent bien. Et il y a une partie de moi qui veut devenir heel, égoïstement, parce que je peux être un bon heel, je peux être un trou du cul, mais il y a tellement de méchants qu'il faut faire partie des bons. Du coup, voilà, tout le monde est un méchant. Donc c'est facile d'être un méchant, hein. La plus grande partie de moi pense que je ne pourrais jamais être un heel. Les gens penseraient que c'est cool si je faisais quelque chose de mauvais, si je faisais quelque chose de heel. J'ai même fumé une cigarette, hein, ils ont pensé que c'était la chose la plus cool à la télévision, hein, lorsqu'il avait turné heel sur John Morrison en 2011 là. Effectivement, il avait fumé sur le corps. Et pour être un heel, il disait il faut avoir une vraie haine, une vraie chaleur de heel. Le mien serait plus du genre à vouloir que je défonce la tête de quelqu'un. Voilà, bon, ça c'était un petit extrait de ce qu'il avait dit à Chris Van Vliet. Et du coup, bon, c'était qu'en janvier, hein, il n'y a pas longtemps. Du coup, quand j'essaie de prendre tous ces éléments, les rabouter, les petits segments, cette interview, oui, en fait, je suis complètement en phase avec l'idée selon laquelle R-Truth va avoir son utilité, son application dans ce main event, qui va être détestable, hein, à regarder, ça va être horrible. Mais autant, voilà, Travis Scott, on n'a peut-être pas forcément besoin de le revoir, mais on peut avoir un autre rappeur, si je puis dire, R-Truth,
Et alors là, Dieu sait ce qu'il va faire. Il y a plein de choses possibles. Et c'est là que ça peut être entre guillemets intéressant, on va dire. Mais en tout cas, ça va être certainement, il va venir, il va faire quelque chose, je dirais, d'un peu, je dirais, inattendu, on va pas s'y attendre forcément. Mais au final, ça sera pour faire gagner John Cena. L'aboutissement, c'est Cena. Voilà, je vous donne le pronostic. Je pense que tout le monde a compris que c'est Cena qui va gagner. Voilà, Orton ne va pas gagner chez lui. Ça va être on va finir le pay-per-view avec de la hit. Et Cena, je pense qu'il va il va y aller jusqu'au bout, pratiquement jusqu'à la fin de l'année, tant qu'il ne sera pas à la retraite, pratiquement. Hein, je pense qu'il va avoir ce titre. Donc voilà, faut pas s'attendre tout de suite à une perte de titre. Cody, on l'a pas vu, là, il se repose. Il reviendra avec d'autres intentions. Il partira à la chasse, comme je l'avais dit à Mania. Je pense qu'il va, il essaiera de récupérer ce titre et de courir après. Mais il y aura beaucoup d'obstacles. Mais pendant ce temps-là, on va nous raconter un nouvel arc, je pense, avec un Cena accompagné de R-Truth. Ça sera un peu la surprise. Le tout, ce serait de savoir est-ce que R-Truth va être vraiment heel ou est-ce qu'il va être un peu un face au milieu à côté d'un heel. Un peu à la manière de ce qu'il a fait dernièrement lorsqu'il était au sein du Judgment Day, parce que finalement, même s'il était au sein du Judgment Day, les gens continuaient de rigoler, le trouvaient sympathique et tout, ils le huaient pas finalement. Voilà, ça peut être encore un truc comme ça. Ou alors, ils veulent vraiment nous faire comme ils ont fait avec Cena, vraiment nous surprendre et nous faire un truth complètement différent, full heel. En plus, ça serait très drôle parce que ça ferait écho justement à 2011, avec ce fameux main event qui n'était pas un très bon souvenir, de Capital Punishment entre R-Truth, qui était heel à ce moment-là donc, et John Cena. Voilà, la boucle est bouclée. Avec le gosse là qui avait... R-Truth lui avait piqué son gobelet de boisson et sa casquette. Il avait redonné la boisson au gosse et le gosse lui avait jeté de l'eau, enfin son boisson sur la gueule. Ils avaient refait des ralentis en plus sur ça quoi. Et puis derrière Cena vient le récupérer, attitude adjustment, double A quoi, et victoire de Cena. Bon, voilà, la fin de match super. Voilà, bon, ça sentait pas un pay-per-view connu pour être de très bonne qualité ce Capital Punishment, mais il y aura, je pense, un clin d'œil peut-être là-dessus à ça, où à ce moment-là, R-Truth se prenait au public. The truth will set you free. Voilà, c'est ce qu'il disait à l'époque. On va peut-être avoir un truc comme ça. Alors, pour essayer de trouver aussi, d'avoir des idées sympas, j'ai demandé à mon ami ChatGPT quand même, qui peut aussi parfois te donner quelques éclairages intéressants. J'ai vu quelques scénarios, je vais expliquer, je vais essayer de lui faire un prompt assez détaillé. Et il m'a donné quelques indications qui peuvent être sympas. Par exemple, le scénario de la boulette, c'est-à-dire Orton est en train de gagner, il porte un RKO, et puis R-Truth va débarquer avec l'intention de soutenir Cena, en l'encourageant maladroitement, là, depuis le bord du ring. Et il tente d'interférer pour aider Cena, mais il s'y prend mal. Truth va grimper sur l'apron là, pour distraire Orton, pardon. Orton veut lui coller un coup, et R-Truth panique, et il va lancer une bouteille d'eau pour se défendre, mais sans vraiment viser Orton, il va lancer une bouteille d'eau. Et la bouteille d'eau va toucher l'arbitre. Et l'arbitre va être KO. Et Cena va profiter du KO. Low blow, plus attitude adjustment. L'arbitre va reprendre ses esprits. 1, 2, 3. Et là, Cena victoire de Cena, qui va même pas remercier R-Truth. Truth va célébrer tout seul, comme ça, comme s'il avait sauvé Cena, alors qu'il a triché sans le vouloir. Et donc, on va avoir un Cena, bien sûr, qui reste heel. Un Truth involontairement passé heel aussi, mais qui ne le comprend pas, finalement. Un espèce de heel turn involontaire. Voilà, ça, c'est un premier scénario un peu plus... avec un peu comédie, je dirais. Un autre scénario, ce serait le trop grand fan, finalement, un Truth qui est trop fan et qui pourrait progressivement turn heel, c'est-à-dire un Truth qui, en ringside de tout le match, va visiblement, voilà, qui est en mode fanboy, qui ne va cesser de crier « Come on John, come on John !» Même quand il voit Cena tricher, il va continuer « Ouais, come on John !» Orton va finir par se lasser en voyant ça et va le confronter en ringside. Truth, un peu vexé, va pousser Orton là, sans trop de force, hein, il va le repousser comme ça. Et Cena va profiter du moment pour faire un roll-up 1, 2, 3, voilà, victoire de Cena. Et après le match, Truth va monter sur le ring et ça va célébrer en soulevant la main de Cena, mais Cena va l'ignorer totalement. Et là, voilà, ça peut faire un heel turn aussi assez doux, je dirais, de Truth, par obsession, finalement, de Cena. Plus Cena qui va garder son statut de top heel, froid et égoïste. Voilà, ça c'est un autre scénario. Un troisième scénario accidentel, je dirais. Un heel malgré lui, encore plus tragique,
où Cena et Orton sont au sol après un double KO. Truth veut aider Cena à se relever, mais il trébuche en entrant dans le ring. Il va tomber sur Orton. Cena va reprendre ses esprits, double sur Orton, victoire. Bon, ça c'est le scénario vraiment dégueulasse que j'ai pas envie de voir. Hein. Ça c'est vraiment le pire. Truth va alors penser qu'il a aidé héroïquement Cena et il va faire une célébration comme ça, sans comprendre qu'il vient de coûter le match à Orton. Cena va l'ignorer complètement ou voilà, va le mépriser. Et là, bon, on a toujours un Cena heel, bien sûr, un Truth qui devient une sorte de henchman idiot, quoi, de sous-fifre idiot, involontaire. Et un autre scénario aussi, manipulation, je dirais plus une manipulation de la part de Cena qui peut être intéressante. Une version un peu plus sombre, avec un Cena qui va carrément demander à Truth en coulisses de faire ce qu'il faut, voilà, pour son héros. Ça sera peut-être pas forcément quelque chose qu'on va voir à l'écran, mais qu'on va nous faire comprendre. Justement, le fameux segment de SmackDown que j'attends la semaine prochaine, ça sera peut-être un Cena qui, pour le coup, va pas ignorer R-Truth et va lui dire est-ce que tu as 2 minutes, j'ai hâte de parler. Voilà. Là, ce serait un peu le suspense. Et du coup, Truth va intervenir volontairement, carrément volontairement là, et va frapper Orton, et oui, étonnamment, avec une chaise, un point américain, quelque chose comme ça, et que Cena va gagner. Et après le match, Truth va penser qu'il a rejoint le cercle privé là de Cena, sauf que non, Cena va encore le snobber. Et donc là, on a visiblement un heel turn de Truth, mais qui va rester un heel turn décalé, quoi. Parce que du coup, Truth va devenir un peu un larbin pathétique, quoi, mais qui reste quand même dangereux pour Cena. Voilà. Et un petit bonus aussi, je dirais une variante à la Truth, je dirais, assez fun, avec un Truth qui va débarquer en plein match, habillé en arbitre, en pensant qu'il a été nommé Special Guest Referee, alors que pas du tout, bien sûr. L'arbitre, alors, évidemment, on arrive avec un bum d'arbitre, l'arbitre est assommé, Truth va donc prendre le relais, de façon absurde, et il va faire le compte rapide, voilà, le fast count pour Cena. Et après le match, tout le monde est un peu confus, Cena est content, mais Truth croit qu'il a juste fait son boulot, quoi. Et là, on a en quelque sorte un heel turn un peu cartoonesque de la part de Truth, avec des possibilités comiques assez importantes par la suite. Voilà, donc ça c'est un peu toutes les idées de scénario. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Et j'ai fait aussi un visuel un peu avec ce qui pourrait arriver par la suite, quoi. Voilà, voici le visuel du coup. Voilà, avec... donc si on a la boulette, l'accident, on peut avoir ensuite derrière un Cena qui va être assez froid, qui va continuer d'être assez froid avec Truth, qui va même l'humilier. Et jusqu'à ce que Truth finisse par exploser. Et là, on a un face turn assez fort, si on peut appeler ça un face turn, mais en tout cas, quelque chose d'assez fort, un peu à la Otis Gable, quelque chose comme ça. Le scénario de la triche volontaire, on aura un Cena qui va quand même continuer d'être méprisant envers Truth, Truth qui va devenir un peu instable, et qui va finalement finir par se retourner contre Cena, trahison. Et là, on peut avoir même un double turn potentiel, avec un Truth qui serait le heel, et Cena le face, mais ça... j'ai un peu de mal à y croire, pas maintenant en tout cas. L'aide comique, ce serait du coup avec un Cena qui par la suite va tolérer ça, va tolérer R-Truth, mais quand même toujours en se moquant de lui, quoi, en le méprisant, en se moquant de lui, et jusqu'à ce que Truth pète un câble, quoi, il snap, et face turn, voilà, classique, qui ressemble un coup au premier scénario. Et enfin, la manipulation sombre avec un Cena qui sera tyrannique, un Truth qui va devenir un heel tragique, si je puis dire, et Cena qui va finir par le jeter. Et là, pareil, un face turn par pitié. Voilà, un face turn de pitié, classique aussi. Voilà, donc c'est un peu différentes pistes pour la suite. Donc vous voyez que, bon, ce match qui est quand même assez insignifiant, enfin, hautement symbolique pour tous les nostalgiques de NT1 et compagnie. Évidemment que ce match est important, ce Cena Orton, etc. Mais en 2025, ça vaut rien ce match. Ça vaut rien. Dans un ring, on va se faire chier. Surtout le Cena qui veulent nous portrayer actuellement. C'est le Cena qui veut ruiner le catch, on le rappelle. En 2025, 2 mecs qui sont chiants et pas de suspense du tout. Première défense de Cena, 0 suspense. Et qu'est-ce qu'on peut avoir finalement, et ce qu'on risque même d'avoir à coup sûr ou quasi sûr, c'est l'intervention d'R-Truth. Donc vous voyez quand même que c'est quand même pas la folie ce qu'on nous réserve pour ce match, quoi. Et oui, va falloir s'y attendre. Ça paraît étonnant, mais on connaît la VVE, on connaît les mécanismes. Quand on nous plante plusieurs graines au fil des weekly, avec des petits segments, des choses comme ça, c'est que ça va servir dans le match. Et c'est pour ça que 2 segments, pour moi, c'est pas encore assez. Et il va y en avoir un 3e et dernier lors du prochain SmackDown. Donc possiblement R-Truth et Cena. J'espère que pour suspense, on va pas justement avoir un Cena qui va dire à R-Truth, est-ce que t'as pas 2 minutes? Faut qu'on parle, parce que ça tuerait le suspense pour moi, et du coup ça
ça casserait l'élément de surprise. Parce que sur le principe, on n'est pas forcément prêt à attendre à voir une intervention de la Truth pour faire gagner Cena. Donc j'aimerais qu'on n'ait pas ce truc-là avec un Cena qui va nous faire clairement croire qu'en fait il va se passer un truc et que R-Truth va l'aider, quoi. Faut nous le préserver, ça. Voilà, faut nous préserver un peu de suspense et pas nous faire ce qu'ils ont fait avec Rollins et Heyman à 2 semaines de Mania. Bon, là on nous a carrément vendu le turn à venir, quoi. Donc voilà, bon, quoi qu'il en soit, c'est pas ouf, hein, mais il va falloir s'attendre à un nouvel arc, hein, voilà. Bon, c'est la dernière année de Cena, donc ils veulent jouer aussi sur les symboles, et puis sur évidemment R-Truth, ça fait longtemps qu'il fait le fanboy de Cena, qui lui pique ses moves et tout, donc ils veulent faire un programme entre Cena et R-Truth. Bon, voilà, ce sera pas ouf, mais ça sera son larbin pendant X temps. Voilà, on verra combien de temps ça va durer. Peut-être qu'ils vont lui faire un beau cadeau à un moment donné, hein, face turn, enfin en tout cas explosion, un R-Truth qui reprend enfin ses esprits, quoi, un peu comme il l'a fait avec le Judgment Day, et ça y est, et qui va se retourner. Et puis peut-être un match de championnat, hein, on sait jamais, dans un pay-per-view peut-être plus secondaire, mais on va voir peut-être un R-Truth contre Cena. Alors bon, on va pas lui donner le titre, hein, c'est R-Truth, faut quand même pas rêver. Et le mec, il a plus de 50 balais en plus. Bon, quand même pas, mais ça sera un petit cadeau, voilà, comme on lui a donné les titres tag l'année dernière avec le Miz. Bon, ça sera peut-être un cadeau, mais et là, et puis la boucle sera bouclée avec le petit rappel à Capital Punishment, mais cette fois-ci les rôles seront inversés, les alignements seront inversés. Voilà, bon, c'est pas ouf tout ça, mais j'ai essayé de vous donner un petit peu de choses intéressantes, si je puis dire, à manger. Et pour moi, je suis vraiment quasi persuadé qu'R-Truth va avoir son rôle à jouer dans ce match, hein. Moi, voilà, limite, alors c'est pas que je serais déçu, mais limite, je ne comprendrais pas qu'il ne le fasse pas. Si ça se termine sans R-Truth, je ne comprendrai pas, parce que sinon à ce moment-là, les graines plantées n'auront servi à rien, et il y en aura peut-être même une troisième donc vendredi prochain. S'il n'y a pas d'intervention d'R-Truth, je ne vois pas l'intérêt. Donc ils vont le faire, je pense, et il va y avoir le début d'un arc qui va durer peut-être jusqu'à SummerSlam, on ne sait-on jamais. Si ça se trouve, ça sera ça la surprise. On aura peut-être un Cena R-Truth à SummerSlam, hein. Ah oui, voilà, oui, le main event, il va piquer, hein. Il va piquer. Mais je vous l'avais dit, hein, quand j'ai fait ma review de Mania, que l'Upcard, fallait pas s'attendre à quelque chose de grandiose, hein, aussi bien du côté de Raw que du côté de SmackDown, hein. Vu les champions qu'on a en place actuellement, oui, on va manger notre pain noir, donc il va falloir se concentrer sur d'autres divisions. Voilà, bon, en plus, déjà, la division tag féminine, on est en train de nous l'enlever, donc bon, commence à se réduire, là. Bon, on va regarder un peu plus ce qui se passe avec la nouvelle faction de Heyman, là, voilà, c'est peut-être le truc le plus intéressant à regarder, voilà. Bref, et puis les filles aussi, il se passe un peu comme de choses du côté d'Euro, notamment, voilà, un peu aussi de SmackDown, bon, c'est peut-être moins intéressant, mais au moins chez les filles, voilà, il y a des petites choses qui se passent. Bref, et puis la mid-card. Donc il y aura des choses à manger, mais l'upcard pour l'instant elle m'intéresse vraiment pas beaucoup. Voilà, bon, j'en ai terminé déjà avec ces pronostics de Backlash, hein. Voilà, n'hésitez pas à faire vos pronostics en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est saugrenu de parler de R-Truth qui pourrait venir intervenir pour cette fin de show ou pas? Voilà, donnez vos scénarios aussi, votre hype, hein. Pour moi elle est pas énorme, hein, faut le reconnaître, hein. La carte est pas ouf, ça fait très chaud de transition. Hormis donc le changement de titre qui se profile pour Becky Lynch. Et donc peut-être cette intervention de R-Truth qui va démarrer, qui va lancer un nouvel arc avec Cena. Voilà, on va terminer cette vidéo comme le veut la tradition avec le traditionnel top 5 des matchs que j'ai préférés donc dans le mois écoulé. Donc c'était quand même très difficile, hein. Le mois d'avril c'est probablement le plus difficile de l'année parce qu'il y a vraiment énormément de shows. Beaucoup de shows, de matchs donc à écarter malheureusement les matchs de évidemment Stand and Deliver qui était un très bon show, sûrement le show de l'année du côté de NXT. Le match tag était très bien avec le Fraxium, Walker et Ledger. Le main event Evans, Obafemi, Williams très bien aussi. Voilà, et puis on a eu du côté de New Japan, voilà, Clark Connors, Desperado, Ishiban Sweet Boys contre le Bullet Club War Dogs. Nanae Takahashi et Seri Yamaoka contre Senka Akatsuki et Takumi Roa du côté de la Marigold. Voilà, tout ça c'est des matchs qui m'ont plu, mais voilà, ils n'ont pas pu rester dans ce top 5. Et donc on va commencer tout de suite du coup par celui que j'ai classé à la 5e place du classement. Il s'agit
de Mayu Iwatani contre Syuri. C'était lors du show Stardom All-Star Grand Kingdom 2025, le 27 avril, donc c'était il y a une semaine. 4,5 pour la note, hein. C'était un match qui comptait pour l'IWGP Women's Championship, détenu par Iwatani depuis 2 ans. Rien que ça, eh oui. Une superbe affiche, donc forcément très attendue. 22 minutes hein, d'un match ultra physique, intense et brutal, avec une excellente alchimie entre les deux lutteuses. Mayu a très bien vendu la douleur et l'épuisement, hein, rendant ses tentatives de retour efficaces, voire émouvantes. Le match a raconté une histoire forte entre l'icône Mayu et Syuri, la challengeuse, froide et déterminée, toujours aussi impactante hein, avec ses kicks et ses prises de soumission, notamment sur les bras de la championne. Un contexte émotionnel qui plus est assez fort, puisque, sans vouloir spoiler, il s'agissait du dernier match de la perdante à la Stardom, ce qui donnait une profondeur supplémentaire à ce match. Malgré un botch sur Poison Rana de la part d'Iwatani, cela n'a en rien gâché ce match, hein, pouvant même parfaitement s'inscrire dans la narration de l'épuisement de la championne. Pas mal de kick-out dans la dernière partie du match pour le suspense et l'émotion. L'importance symbolique et la qualité du selling et de l'histoire racontée auront peut-être été au final plus importantes que l'exécution technique, bien que de haut vol, elle aussi. Un candidat assez clair hein, au titre de match féminin de l'année, pour toutes les raisons que je viens d'invoquer. Bravo franchement aux deux femmes, hein, et surtout merci à la perdante hein, pour tout ce qu'elle a fait chez Stardom. On apprendra d'ailleurs que celle-ci vient à signer chez Marigold, voilà, ce qui n'est pas une surprise en soi. Une de plus, je dirais, de la Stardom qui vient du côté de la Marigold. À noter que Sari, hein, en personne, viendra confronter la gagnante de ce match pour un match qui promet déjà beaucoup. 4,5 donc pour ce très gros match de Joshi à ne surtout pas rater. On passe maintenant au numéro 4 de ce classement. Il s'agit de Will Ospreay contre Konosuke Takeshita. C'était lors du show AEW Dynamite Spring Breakthrough du 16 avril. 4,75 pour la note. C'était la demi-finale du tournoi Owen Hart. Hein, donc une magnifique affiche digne d'un pay-per-view. En pleine weekly, on ne pouvait que se régaler. Et en effet, on a été servi une première partie de match relativement calme hein, au niveau du rythme, à base d'échanges de prises techniques et de contres rapides afin de montrer leur maîtrise du ring. Takeshita domine, notamment en envoyant Ospreay hors du ring, suivi d'un plongeon spectaculaire hein, qui a projeté Ospreay contre les barricades. Ospreay est revenu ensuite grâce à une série de moves aériens, hein, dont un springboard dropkick et un nose-cutter. Les deux hommes ont ensuite tenté leur prise de finition respective, avec Takeshita apportant un Blue Thunder Bomb et Ospreay répondant par un Hidden Blade. La séquence de vol de prise, hein, les kick-out à 1 sont absolument à couper le souffle. Cette seconde partie de match a vraiment élevé le match à un niveau colossal. Superbe alchimie, de grosses prouesses athlétiques, un public à fond et des near fall frissons. Bref, ce match de weekly était d'un niveau au pay-per-view et on a été vraiment gâtés. Match à voir à tout prix, un 4,75 fort mérité entre deux des meilleurs catcheurs de la planète, hein, si ce n'est les deux meilleurs. Match acclamé par les critiques et les fans, hein, avec même une note de 5,5 de la part de Dave Meltzer, hein, même si on connaît ses excès en matière de notation. Bravo aux deux hommes, c'était du très grand catch comme on l'aime et à nouveau un beau coup de projecteur sur Takeshita, le futur plus grand catcheur de la planète hein, sur les prochaines années. Ça c'était une certitude. On va passer maintenant au numéro 3 de ce classement, il s'agit de Kenny Omega contre Mike Bailey contre Ricochet. C'était lors du show AEW Dynasty 2025 le 6 avril. 4,75 pour la note, match comptant pour l'AEW International Championship détenu par Kenny Omega depuis le 9 mars dernier. Une très belle affiche, très attendue, hein, à laquelle le titre de Match of the Night était déjà promis. Et en effet, ce fut le cas de très loin hein, dans cette édition de Dynasty, fort décevante hein, d'ailleurs dans l'ensemble. La prestation des trois hommes a juste été prodigieuse. On a là trois des meilleurs catcheurs de la planète. Il était impossible de ne pas avoir un banger. Un rythme effréné, des spots créatifs, hein, notamment avec une séquence de double backslide et de double crucifix spin, et plus tard une double dragon suplex d'Omega qui va carrément provoquer une standing ovation du public. Hein. L'alchimie est totale entre les trois performeurs. Ricochet joue très bien son rôle de heel et Mike Bailey à l'AEW depuis peu a déjà livré une partition absolument magistrale et aura, je pense, su convaincre ceux qui ne le connaissaient pas encore. Il est même, je pense, le MVP du match, hein, de par son athlétisme, ses kicks impressionnants et ses prises spectaculaires, hein, notamment sur ce crane kick sur Ricochet hyper impactant. Omega n'est peut-être pas le plus en vue dans ce match, hein, mais il est aussi là pour faire briller ses deux adversaires en qualité de vétéran. Son sauvetage en V-trigger là, était vraiment cool à voir. Le spot final est aussi tout à fait réussi et vraiment pas facile à réaliser. 31 minutes quand même, hein, c'était sans doute un peu trop pour ce match, malgré sa qualité indéniable. Il y a sans doute eu un peu trop de near fall et de la surenchère sans doute dispensable, mais le match est tellement plaisant à regarder qu'on peut aisément mettre de côté les petits
critiques potentielles. Et je ne parle même pas du post-match qui forcément donne très envie pour la suite. Bref, l'un des matchs of the year à n'en pas douter. Il faut absolument voir ce match. 4,75, bravo aux 3 hommes. Vous nous avez tout simplement régalé. On passe maintenant au numéro 2 du classement. Il s'agit de Saya Kamitani contre Tam Nakano. C'était lors du show Stardom All-Star Grand Kingdom 2025 le 27 avril. 4,75 pour la note. Match comptant pour le titre World of Stardom, le titre suprême de la Stardom, qui était tenu donc par Kamitani, et pas dans n'importe quel stipu, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins d'un career versus career match. Donc l'histoire entre les deux femmes est assez longue, elle mêlant mentorat, rivalité intense et émotion profonde. Nakano a joué un rôle de mentor pour Kamitani à ses débuts. Les deux catcheuses ont ensuite échangé victoire et titre au fil des ans. Kamitani a turné heel en 2024, en rejoignant Hate, l'ex-Uedo Tai. Ce main event de All-Star Grand Kingdom était donc assuré d'être fort en émotion. Malgré l'intensité de leur rivalité, on a senti que le respect était palpable. La dualité de leur rivalité était visible, rien que dans les tenues arborées. Noir pour Kamitani et blanche pour Nakano, symbolisant la pureté et la résilience. L'ambiance dans la salle était électrique, chacun ayant conscience de l'enjeu. Le match aura duré quand même 26 minutes avec des affrontements allant de la scène jusqu'à la rampe d'entrée, témoignant de l'intensité de leur rivalité. Les deux femmes ont échangé des prises emblématiques, notamment les Fisherman's Buster et les Suplex, chacune tentant de prendre l'avantage, sans oublier des coups de boule violents et quelques spots risqués comme le Rana vers l'extérieur. Beaucoup de références et d'hommages aux matchs et rivalités passées de Nakano. La gagnante l'emportera en portant la prise fétiche de son adversaire, tout un symbole. Dans l'émotion et le storytelling, tout y était. La force dramatique liée à la stipulation était aussi présente. Le post-match était aussi fort réussi et très émouvant, la perdante confirmant sa retraite du catch professionnel. La gagnante lui exprimera sa gratitude et son respect. Elles finiront le show ensemble, au bout de la rampe, dans un très bel effet de lumière. C'était très cinématographique, c'est ce qui symbolisait la fin d'une ère et la complexité de leur relation. Voilà, je vous ai même montré actuellement là, à l'écran un petit visuel de ce finish, de cette fin de show. Voilà, c'était assez émouvant et très cinématographique. Donc forcément, c'est l'un des matchs féminins de l'année, malgré quelques reproches qu'on pourrait lui faire, comme l'excès de kick-out à 1, les quelques nocelles, le début un peu lent, ou bien l'usage limité du no DQ, car il s'agissait également d'un match no DQ. Et puis le fait qu'on... L'aboutissement à ce match, puisque avant on avait eu aussi un loser Leave Stardom entre les deux. Nakano avait perdu, et puis finalement ils ont finalement rendu ce match inutile en faisant justement un carrière contre carrière. Bref, le match précédent qui est très bon aussi, mais qui a conduit à ce match-là. Bon, c'est un peu dommage. Il y a quand même quelques reproches à faire, mais ça reste quand même un gros match avec un lourd contexte, et ça paraît quand même bien secondaire toutes ces critiques. Et ce match est un must-see incontournable qui mérite cette forte note de 4,75, qui contient en fait même un 0,25 de bonus pour l'émotion suscitée. Sinon je l'aurais peut-être plus mis à 4,5. Bravo aux deux femmes et merci pour tout, à la perdante surtout, qui laissera donc un grand vide à la Stardom et dans le Joshi Puroresu tout entier. Et on va terminer cette vidéo et donc ce top 5 par le numéro 1 de ce classement, qui peut être une surprise quand même. Il s'agit des Street Profits contre DIY contre les Motor City Machine Guns à SmackDown le 25 avril dans un Triple Threat Ladder Match. 4,75 pour la note. Et oui, c'est très très rare que la WWE soit à l'honneur dans mes top 5 quand ce n'est pas en tout cas un match de pay-per-view, parce que c'était ma règle, c'était de dire que je ne parlais plus des matchs de pay-per-view dans mes top 5, puisque j'en ai déjà parlé dans mes reviews de pay-per-view, donc j'avais pas envie de me répéter. Et moi ce qui m'intéresse dans les top 5, c'est de parler d'autres compagnies justement, et de sortir des sentiers battus. En revanche, quand c'est des matchs par exemple de NXT, ou même du main roster, de matchs de weekly, donc des matchs dont je n'ai pas parlé dans mes vidéos, c'est tout à fait éligible. Et celui-ci en est un, c'est un match de weekly, donc j'ai pas eu l'occasion d'en parler. C'était un match absolument incroyable qui comptait donc pour les WWE Tag Team Championship, qui est détenu par les Street Profits depuis le 14 mars. Belle tenue hommage à Shawn Michaels de la part des Street Profits. Vraiment, voilà, un match sensationnel. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce match. Un spotfest haut en couleur, des prises de risque insensées, évidemment plein de clins d'œil au plus grand TLC des années 2000, notamment le spear aérien de Dawkins sur Ciampa, le projetant à travers une table.
un clin d'œil évident donc à celui de Edge sur Jeff Hardy à Mania 17. Le flatliner de Gargano depuis une échelle sur Shelley a été aussi fort réussi. Les MCMG qui portent leur Skull and Bones sur Gargano à travers une table. Ford qui utilise même la jambe prothétique d'un fan pour frapper Gargano avec. Le Topicon Hero de Ford sur Ciampa à travers une table. Le Air Raid Crash de Ciampa sur Ford à travers une échelle. Le méga Doomsday Blockbuster de Ford sur tout le monde à l'extérieur du ring. Bref, les énormes spots se sont succédés à un rythme de folie. Match de fou furieux, largement considéré comme un candidat au titre de match de l'année, et qui donnera évidemment un grand regret, forcément, de ne pas l'avoir vu à Mania, en comparaison du pauvre match qu'on a eu pour les tag teams d'Euro. Bon, même si visiblement c'était plus pour une affaire de publicité pour Clash of Clans, donc voilà, le match d'Euro était verrouillé, bon, dommage. Alors certains disent oui, mais bon, il aurait été raccourci, il aurait duré un quart d'heure, on n'aurait pas eu un aussi bon match. On le saura pas. Si ça se trouve, on les aurait eu ces 20 minutes de match. On n'en sait rien en fait. Peut-être que ça aurait été moins bien. Bref, évidemment, bon, au moins on leur a laissé du temps, ça c'est sûr. Mais j'aurais préféré quand même un match raccourci, comme un TLC raccourci à ce qu'on a vu à la place, hein, notamment les tag teams d'Euro. Bref, c'était aussi mérité d'avoir ce match à Mania, je pense aussi au niveau du build-up, comparativement à ce qui a été fait à Raw. Et peut-être donc le meilleur main event de l'histoire de SmackDown, voire le meilleur TLC de l'histoire, hein. Bref, on peut utiliser tous les superlatifs que l'on veut. Ce match va compter dans l'histoire de la compagnie et ça fait du bien de voir ça, car en fin de compte on voit peu de bangers à la WWE. Je trouve qu'il y en a de moins en moins. Moi j'ai de plus en plus de mal à faire des top 10 même, des mêmes matchs préférés en fin d'année à la WWE. Et la compagnie, souvent oui, elle privilégie généralement les histoires au in-ring, donc c'est pour ça que c'est quand même difficile. C'est rare finalement de voir beaucoup de bangers. Bravo donc aux trois équipes pour cette merveille et ces prises de risques insensées. 4,75, note amplement méritée. Voilà, merci à vous pour votre écoute, pour votre patience, votre passion et votre fidélité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, comme je l'indique sur cette vignette, merci donc, et rendez-vous le 11 mai, donc le lendemain de Backlash, donc pour la review, voilà, dimanche prochain. Bon, je pense pas que je vais en faire des caisses, je pense pas qu'elle va durer trop longtemps cette review, parce que bon, il n'y aura pas non plus beaucoup de matchs, a priori 5 maximum, pas non plus énormément de choses à dire. Le mini-event, bon, il sera ce qu'il sera, voilà. Voilà, je vais probablement parler de Raw Truth, donc bon, voilà, bon, c'est quand même pas génial, mais bon, on verra bien. Bon, alors c'est pas le pay-per-view qu'on attendra avec le plus d'impatience, ça c'est sûr. Voilà, donc on se redonne rendez-vous donc dans une semaine. Portez-vous bien, passez une bonne fin de week-end, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, plus que jamais, vive le catch et zéro miedo. Ciao à tous.